Il fait partie des 4 députés nationaux de la circonscription électorale de Mbanza-Ngungu. Il a créé l'exploit en 2018 en faisant partie des 4 élus et l'exploit a été réédité en 2023 et il a été doublement élu. Malheureusement, son siège au niveau provincial sera invalidé quelques mois plus tard. Actuellement, il est le président du caucus des députés nationaux de la province du Congo central. Un chevronné en ce qui concerne le sous-secteur de l'éducation nationale, puisqu'il a été enseignant pendant 4 ans, directeur des études pendant 2 ans, préfet des études pendant 10 ans, sous-prophète pendant 14 ans. Malgré son expertise, il n'a jamais été nommé membre du gouvernement central, non plus en tout cas, membre ou sinon mandataire d'un établissement public. L'honorable Pierre Ntsumbu Mutokalavo, très intelligent, un homme charismatique, doté d'une probité hors pair, il a décidé en tout cas de répondre positivement à notre invitation. C'est le tout premier numéro de cette émission Politique Congo. Nous allons échanger avec l'un des meilleurs députés nationaux de la province du Congo central, très actif à l'Assemblée nationale, très présent sur le terrain. Avec vous, l'honorable Pierre Ntsumbu, nous allons échanger autour de la sortie du gouvernement Souminois 2. Nous allons également échanger sur les accidents mortels enregistrés ces derniers temps sur la route nationale numéro 1. Quelle démarche menée par vous, députés nationaux, pour trouver des solutions visant à réduire les taux de ces accidents. Mais également, nous allons échanger autour de la gestion du gouverneur du Congo central qui a totalisé 1 année. Et puis, pourquoi pas un petit mot sur l'adhésion qui a fait jaser, celle de Noël Mbachi, le fils de l'ancien gouverneur Simon Floribert Mbachi Mbacha, qui a rejoint l'AFC M23 de Corneille Nangaa. Apparemment, vous, députés, vous ne dites rien. Aucune sortie médiatique, aucune réaction. Que se passe-t-il? Merci, messieurs les journalistes. Je suis d'abord très content, très fier des éloges que vous faites pour moi. Merci. Moi également, je suis très content de me retrouver en face d'un des grands journalistes de notre province, de Mbanza-Ngungu et pourquoi pas de RDC. Merci beaucoup. C'est pas pour vous flatter. Et nous allons répondre sans tabou à toutes les questions que vous avez prévues. Merci beaucoup. Nous commençons par ici au niveau local. Vous êtes en pleine vacances parlementaires. En tout cas, c'est rare de vous voir intensifier des réunions avec plusieurs structures. Hier, c'était avec les artistes et comédiens. Aujourd'hui, avec les artistes et musiciens. Et demain, je ne sais pas ce sera avec qui. Pourquoi ce choix, depuis que les vacances ont commencé? Apparemment, vous avez décidé de ne pas partir à Gom Sud parce que souvent, en tout cas, c'est votre fief électoral et à chaque vacances parlementaires, vous commencez par Gom Sud. Mais cette fois-ci, vous avez décidé de rester à Mbanza-Ngungu pour échanger avec plusieurs structures. Bon, merci beaucoup, messieurs les journalistes. Je pense que ce que je suis en train de faire entre dans le cadre normal des vacances parlementaires d'un député. Ok. C'est qu'on peut comparer d'une année à l'autre. Les vacances passées, nous parlons en termes d'abord des saisons. Chez nous, vous savez que quand nous sommes en saison pluvieuse, c'est très difficile de circuler à l'intérieur du territoire. Donc souvent, nous profitons largement de la saison sèche parce que les routes deviennent plus ou moins praticables. C'est comme ça que même quand vous parlez des Gom Sud, c'est vrai que en août 2024, nos premières vacances, nous avons été à Gombe Sud, pas seulement à Gombe Sud qui est mon fief naturel, mais aussi nous avons été dans les secteurs de Boko ici à côté, nous avons été à Gom Matadi, nous avons été à Antimansi et à Kivulu. Donc déjà, les premières vacances de la saison sèche. Et c'était pour justement dire merci à l'ensemble de la population qui m'a renouvelé la confiance, comme vous l'avez dit, et au niveau national et au niveau provincial. Maintenant, pour ces vacances, il y a tout un programme. Okay. Et Mbanza-Ngungu étant les miroirs, étant les chefs-lieux de notre territoire, c'est tout à fait indiqué que je reste d'abord ici, pas seulement pour des réunions, mais pour recevoir. Soit en train de recevoir. Ce que vous appelez réunions là, c'est des associations, des personnalités, des citoyens, des compatriotes
qui sollicitent de me rencontrer, d'échanger, de poser leurs doléances. Donc, je suis en train de faire cela maintenant en Banzangungu et dans les jours qui viennent, peut-être en attendant l'arrivée du président, vous me verrez encore repartir pour l'intérieur du territoire. Mais autrefois... Déjà, je pensais à côté de Bangou, parce qu'une partie de Timanti qui est presque abandonnée là à cause du manque de routes, mais je vais braver ces côtés-là. C'est un côté difficile, je dis, les montagnes de Bangou. J'entrerai par Tumba et Kandiki là et je vais foncer. Je suis attendu à Kolo, je serai à Kolo Mission et Kolo Fuma, donc Juvel, et je vais faire aussi les secteurs de Lonzadi où je n'ai pas été. Donc, il y a tout un programme qui est en place. Mais autrefois... Et de temps en temps, je fais des incursions. Je pars là-bas à côté, je rentre. Je suis à Lukala, je rentre. Je vais à Koulon, je rentre. Donc, dimanche passé, j'étais déjà à Colomission. Donc, les vacances se passent comme ça. Le but, c'est simplement d'être en contact avec la base, avec la population qui m'a élu. Et c'est ça, nous, les rôles des vacances parlementaires. C'est vrai que les vacances chez nous, ce ne sont pas des vacances de tout repos. Le règlement intérieur prévoit que pour les 3 mois de vacances, qu'un seul mois, à peu près, enfin un seul mois soit consacré aux vacances. Et le reste des temps, on peut se reposer. Moi, je pense que j'ai fait plus. Je ne sais même pas si j'ai le temps de me reposer pendant les 3 mois. Parce que je pense que c'est toujours peu par rapport à l'étendue de notre territoire. 3 mois, c'est peu. Mais autrefois, la population venait dans votre bureau de représentation. Mais apparemment, le bureau n'existe plus. On vous voit dans des salles. Que se passe-t-il? Non, mais je reçois maintenant à l'orphelinat, derrière l'UNPP. Hein, c'est là que je reçois. C'est le nouveau bureau? Oui, mais c'est le bureau provisoire. Parce que là où nous étions, la maison a été, il faut le dire, achetée par quelqu'un d'autre. Donc, on s'est en train de changer notre maison, d'aménager notre bureau. Mais pour le moment, je reçois dans ce cadre-là où il y a vraiment le standing. Merci beaucoup, honorable. Donc, la population peut venir derrière l'UNPP, en Tsunakulum-Pete. C'est là qu'il reçoit des gens. D'accord. En tout cas, vous faites partie des députés rares qui ont officiellement, en tout cas, inauguré un siège, un bureau que vous avez dénommé bureau de représentation de l'honorable Pierre-Ntsoum Mutoka Lavo. Ça permet de recevoir les desiderata de la population. En tout cas, félicitations pour cet acte. Vous êtes, en tout cas, un notable ici à Mbanzangungu. Et la semaine dernière, la ville, ou sinon le territoire, a été... je peux dire dominé par une tension. On a vu les jeunes qui se sont identifiés comme les jeunes de l'UDPS. Ils sont descendus dans la rue. D'ailleurs, ils ont barricadé la route nationale numéro 1 en guise de colère contre l'imminent ou sinon l'imminente sortie du gouvernement provincial. Ces jeunes disent que le poste du ministre de l'Intérieur revient exclusivement à Mbanzangungu, mais selon leurs informations, le gouverneur Grace-Kwanga Bilolo aurait nommé quelqu'un de Madimba. On vous a vu réagir dans le groupe WhatsApp. Que s'est-il passé réellement, l'honorable Pierre Ntsumbu, et quelle est la vraie version de cette histoire qui a suscité plusieurs réactions? D'entrée de jeu, je dois vous dire que ce que vous racontez là, la désignation des ministres provinciaux en charge de l'Intérieur, ne date pas d'aujourd'hui. Ça fait 8 mois que nous attendons au niveau de la province. Ce qui n'est pas normal. Ce n'est pas normal, je l'ai dit. 8 mois. J'insiste bien, 8 mois. Et la faute revient à qui? Je reviens. Pour combler un vide qui a été créé par le départ de notre frère Constant Mamfidila, que j'aime bien. Et il faut 8 mois, on n'arrive pas à remplacer Monsieur Constant, notre frère Constant Mamfidila. Sous d'autres cieux, ça devait se faire en quelques heures. Je compare ça à un hôpital où le seul médecin meurt. Et les malades sont tout de suite sans médecin. Ceux qui vont tomber malades vont aller à l'hôpital sans médecin. Vous voyez l'urgence. Mais ça m'étonne que dans une province où sévit l'insécurité, sauf les gens de mauvaise foi qui ne reconnaissent pas qu'il y a de l'insécurité, pas plus tard que 2 ou 3 jours passés, un compatriote a été tué par les coupeurs de route dans la nuit, je crois, du dimanche au lundi, entre les Boko et Mbanzangungu. On ne peut pas aller d'autres cas à travers la province. Face à cette insécurité, à cette menace, on ne sent pas l'urgence de
remplacer le ministre de l'Intérieur qui est parti il y a 8 mois. Simplement à cause de l'égoïsme, à cause de l'esprit de partage. Parce qu'on a fait, quelque part, des fonctions politiques, il nous soit des gâteaux à se partager. Et puisqu'on ne sait pas, c'est tout le monde qui veut avoir sa part, on peut passer comme ça 8 mois. C'est ça la réalité. On passe 8 mois. Je réponds clairement à votre question. Quand on monte un gouvernement, que ce soit au niveau de Kinshasa, au niveau national et provincial, il y a des critères. Dans le contexte congolais surtout. Il y a un contexte congolais. Un contexte congolais. Il y a ce qu'on appelle la représentativité. Rien que ça. En principe, nous, au Congo central, nous sommes facilités par le fait qu'on exige 10 ministères provinciaux. Chaque province ne peut pas aller au-delà des 10. C'est 10 ministères provinciaux, pas au-delà. Et nous avons 10 territoires. Quoi alors de plus normal que chaque territoire puisse avoir au moins un ministère. Et c'est un secret de polichinelle. Le ministère de l'Intérieur a été attribué au territoire de Mbanzangungu et à l'UDPS. Il faut bien préciser, Mbanzangungu et UDPS. Pourquoi UDPS? Parce que c'est le parti au pouvoir, parce que c'est certainement le parti qui a le plus de députés provinciaux à Matadi. Nous avons, sur les 6 députés provinciaux de Mbanzangungu, 2 députés provinciaux de l'UDPS. Quoi donc de plus normal que l'UDPS nous propose un candidat que le gouverneur doit nommer? Le pauvre gouverneur est bloqué 8 mois. Il est bloqué parce qu'on ne lui donne pas ce nom-là. Quand l'UDPS envoie 3 noms auprès des gouverneurs, venus de 3 tendances qui ne se mettent pas ensemble, qui ne s'entendent pas. Chaque tendance voudra avoir son ministre de l'Intérieur au sein même des partis de la Fédération de Mbanzangungu. Et comme ils ne s'entendent pas, ils envoient 3 noms auprès des gouverneurs. Devant cet embarras, que fait le gouverneur? Il choisit un et laisse 2 autres en fonction de quoi? Donc c'est l'UDPS qui est fautive. Fautif, il bloque. 8 mois. On leur reconnaît. Moi, je suis légaliste. Je leur reconnais aujourd'hui la possibilité de pouvoir de nommer. Mais qu'ils sachent que, non, pas de nommer, de proposer au gouverneur. Et on n'entre pas dans ce qui se passe au sein de leur parti. Comment ça se passe? Mais eux disent que, en fait, au sein du parti, comment ça se passe? Ça doit passer par qui? Comment ça se fait? Nous constatons, nous remarquons que depuis 8 mois, l'UDPS Mbanzangungu est incapable de proposer un candidat. Et nous avons vu des lettres. Moi, je sais, c'est ce que je suis de près. J'ai vu qu'on a proposé des noms. D'abord 3 noms auprès des gouverneurs et je suis en contact avec les gouverneurs. Je suis politique, je suis bien informé. Je suis en contact avec mes amis de l'UDPS. Je sais ce qu'ils font là. En réalité, ils ne s'entendent pas autour des noms. Plutôt que de discuter autour des noms, si vraiment l'UDPS comprenait, excusez-moi, l'essence, l'importance des ministres de l'Intérieur, d'un ministre quelconque, en termes de fonctions exercées, en termes de services à rendre à la communauté, s'il y avait ça qui prévalait et non pas des intérêts individuels, 8 mois de querelles, nous pensons que c'est trop. Mais au sein de l'UDPS, c'est ce qui est arrivé. C'est ce qui est arrivé parce qu'aux dernières minutes, ils auront appris qu'un autre candidat qui venait de la Fédération de Madimba allait être nommé par les gouverneurs. Il n'était même pas nommé, il n'a jamais été nommé. Il est conseiller du gouverneur en charge des mines. Il serait conseiller en charge des mines, tout ça. Et la manifestation à laquelle vous avez fait allusion, où on a brûlé des pneus, je crois, les jeudis ou les vendredis passés, c'était lié à ça. Déjà qu'ils n'étaient pas nommés, ils ont réagi. Ils ont anticipé peut-être pour faire peur au gouverneur. Et puis après, au dernier moment, j'ai appris que finalement, de toutes les parties se sont réconciliés, ils se sont entendus autour d'un candidat. Alors, de grâce, nous demandons simplement que l'UDPS mette un peu d'eau dans son vin, qu'il envoie le parti, donc il envoie le candidat, sans embarrasser le gouverneur qui le nomme. Et si je me suis insurgé, vous avez fait allusion à ma réaction, si j'ai fait une sortie médiatique, j'ai réagi, c'est parce que moi, je m'oppose toujours à la violence. Il ne faut pas que les gens meurent en Mbanzangungu, que les gens soient blessés, qu'il y ait pillage ici, parce qu'on doit nommer un ministre provincial. C'est vraiment cynique. Et le blocage, le blocage proviendrait de Kinshasa. Nous avons entendu des audios, quelqu'un qui est sorti, quelqu'un membre de l'EPS qui est sorti pour dire, si on nomme pas celui qui lui veut, ou si on nomme celui-là qui ne veut pas,
les gens seront blessés, les armes vont crépiter. Il a dit, c'est ce qui m'a poussé à sortir de ma tanière. Et là, je les mets en garde. Nous ne sommes pas violents. Donc, nous demandons simplement que l'UDPS, d'abord, je m'adresse à l'UDPS Mbanzangoungu. Kinshasa, le CG Kabouya n'est pas mieux placé pour choisir un Ngungwa, originaire de Mbanzangoungu, de l'UDPS, qui doit aller nous représenter au niveau du gouvernement provincial. Le CG n'est pas mieux placé. Parce que celui-là, il ne va pas seulement être originaire de Mbanzangoungu, membre de l'UDPS, mais surtout, il doit répondre au profil, à un CV. Mais les noms qui sont proposés auprès du secrétaire ont toujours été rejetés, à en croire certains cadres de l'UDPS Mbanzangoungu. Si cette nomination a pris beaucoup de temps parce que Augustin Kabouya a toujours refusé certains noms qui ont été toujours envoyés. Ça aussi, c'est une version. Non, il faut qu'on nous dise, moi je ne connais pas cette version, il faut qu'on dise pourquoi le CG Kabouya, mon collègue député, doit refuser. Il refuse en fonction de quoi? Parce que lui a placé des critères personnels qui ne retrouvent pas dans les candidats qu'on propose. Il faut se poser des questions. Mais ce qui est vrai, en termes, si nous voulons être réalistes, nous voulons parler des vraies fonctions politiques. Nous voulons parler du bien-être de notre province en termes de sécurité. Je répète que notre province est menacée. Nous sommes dans l'insécurité. Donc il y a urgence. Et donc aujourd'hui, on ne fait pas entrer dans les querelles intestines. Mais tout de suite, on voit qu'il y a un problème d'intérêt. S'ils ne trouvent pas des intérêts qu'ils visent dans la personne à proposer, ça crée des dissensions. Ça, c'est l'analyse que je me fais. Exactement. Et c'est comme ça que je peux expliquer que 8 mois durant, ils n'arrivent pas à le faire, eux. Et moi, je crois l'instance la mieux placée pour nous choisir un bon ministre provincial qui réponde au profil, qui a un CV, qui a de l'expérience en matière de sécurité et qui a de la moralité, qui aime la province. Bref, qui aura de la personnalité, une forte personnalité. Parce que celui-là, il aura comme collaborateur les personnalités les plus élevées de notre province en matière de sécurité. La police, l'ANR, la DGM. Donc, ce n'est pas quelqu'un qu'on doit ramasser comme quelqu'un qui a le matériel seulement pour aller comme sentinelle, pour veiller sur leurs intérêts. Est-ce qu'il n'y a-t-il pas un problème des profils au sein de l'UDPS Mbanzangoungu? Apparemment. Moi, je ne voudrais pas porter un jugement sur l'UDPS. Non, vous êtes notable et honorable. Oui, j'aimerais que tout le monde le constate. Tout le monde le constate. Si on doit mettre 8 mois pour ne pas tomber d'accord sur un candidat proposé à Matadi, et la province reste parce que s'il y avait 8 mois sans ministre intérieur, tout le monde peut conclure. Tout le monde peut conclure, même si je ne le dis pas. C'est quoi le problème? Moi, je ne pense pas qu'à Mbanzangoungu, on manque, comme dans tous les territoires de Mbanzangoungu et de la province, qu'on manque quelqu'un qui puisse répondre à ces profils. Je ne pense pas. C'est plus un problème d'égoïsme et d'ego. On voit des intérêts personnels qui entrent en jeu. Les candidats là qu'on propose, qu'ils ont proposés, qui ont été rejetés, qui nous disent que les DPS nous disent, comme parlait de la qualité de l'homme, qui nous disent un peu, qu'ils étalent dans les réseaux sociaux, nous voulons voir quel candidat qui a été proposé, quel diplôme, quelles études il a faites, où il a travaillé, quelle expérience, qu'on ait une idée. Et on verra par rapport aux enjeux de l'insécurité, si celui-là répond. Pour chaque candidat qu'on nous dise, et même celui qui doit proposer, qui nous dise quel est le profil. Merci. Parce qu'il s'agit d'envoyer un ministre provincial qui ne sera pas seulement pour Mbanzangoungu, il sera de l'UDPS, originaire de l'UDPS, originaire de Mbanzangoungu, mais il sera un ministre provincial de la province du Congo central. Donc il doit être à la hauteur de toute la province. Ok, merci beaucoup, honorable. C'est clair. On passe à autre chose. Honorable Pierre Ntsumbu, en tout cas, le budget de 2025 a été voté il y a plusieurs mois. On a vu des routes qui ont été retenues, notamment l'axe compris entre Mbanzangoungu et Nkamba, qui fait partie des routes qui seront réhabilitées. Mais qu'en est-il de la route Kulungungu-Kimpangu? On a vu le président procéder à la pose de la première pierre. Quelques mois après, on vous a vu effectuer une descente sur le terrain, sur place, pour interpeller encore une fois le président de la République. Mais jusqu'ici, aucune suite concrète. Que se passe-t-il réellement, honorable? Bon, c'est une question à laquelle je suis habitué. Cette affaire de route fait jaser, fait couler beaucoup d'eau sous les ponts. Et vous avez rappelé que la route de Nkamba,
aujourd'hui est en train d'être modernisé, nous le savons. Exact. À partir de Nsonankulu ici jusqu'à Kamba, je crois que les travaux se réalisent. Oui. Également, je sais que je ne suis pas arrivé là-bas, l'axe Manterne Tchela Singini Exact. est en train d'être aussi modernisé avec les fonds SICOMIN. Mais la route de Kimpangu a ceci de particulier que c'est dans un cadre de partenariat public-privé. Ce n'est pas le gouvernement qui a pris l'initiative, même si le gouvernement voulait bien que la route soit modernisée, parce qu'il s'agit d'une modernisation. Cette route-là, peut-être dont beaucoup de gens n'entendent pas parler, c'est une route extrêmement importante et sur le plan national et sur le plan international, sur le plan de ce qu'on appelle l'intégration régionale. Avec l'Angola et tout ça. Non, c'est pas seulement l'Angola, l'Afrique australe, jusqu'en Afrique du Sud. Exact. Donc si vous prenez votre voiture à partir de l'application des Kulungongo, si la route est modernisée, vous allez jusqu'à Kimpangu à la frontière, vous entrez, vous traversez l'Angola jusqu'en Afrique du Sud et dans des pays de l'Afrique australe. Vous voyez l'enjeu qu'il y a là? Exactement. Donc, aujourd'hui, il y a des étrangers qui ont compris que cette route-là est une route d'avenir, qui va apporter beaucoup de biens, et pas seulement pour les deux secteurs qu'elle traverse, les secteurs de Gombe Sud et le secteur de Kulungongo. Ça va booster l'économie, ça va booster la production, ça va changer la vie pratiquement des habitants de ces deux secteurs. Mais sur le plan international, quand vous partez de Luanda jusqu'à Lufu, est sorti par Songololo, de Luanda par Kimpangu est sorti à Kulungongo, c'était un raccourci la route de Kimpangu. Et donc, même la route de l'axe Lufu, la Luanda risque d'avoir des problèmes dans ce sens. Et ces gens-là ont compris qu'une fois qu'ils financent cette route et qu'ils mettent le péage pour récupérer leur investissement, c'est de l'argent qui va venir. Donc, tous les poids lourds que vous voyez, de l'argent qu'on est en train de faire ici au niveau de notre péage ici, c'est l'argent qu'ils vont faire là-bas. Parce que des poids lourds viendront des pays que j'ai cités, traversant Kimpangu, Kulungongo et Kinshasa. Dans ce sens-là que depuis mai 2022, ça fait quand même 3 ans maintenant, plus de 3 ans, un accord a été signé entre deux sociétés qui se sont mis pratiquement, comme on appelle ça, en consortium. Donc une société privée portugaise et une société privée chinoise se sont mis en consortium pour financer cette route. L'accord a été signé à l'époque. On a vu les images d'ailleurs. Les images, on les a vues. Vous avez jubilé, hein? Ils ont trouvé... Non, moi, je n'ai pas jubilé parce qu'il faut voir. La preuve est là. Hein? On n'a pas jubilé. La preuve, ça fait maintenant 3 ans. Rien n'est fait. Donc, je parle de la signature du contrat. C'était une très bonne nouvelle. Et ça reste une très bonne nouvelle parce que jusqu'à-là, le contrat n'a pas encore été résilié. Ce qui fait que maintenant, nous attendons. Mais où est-ce que vous avez demandé où est-ce que nous en sommes? Il faut que j'explique rapidement. Exact. C'est-à-dire que tout a été fait. Même l'entreprise, il y a eu appel d'offres, comme on dit. Toute la procédure a été respectée. Et nous sommes arrivés jusqu'à la pose de la première pierre, qui signifie, en fait, début des travaux. Exact. Et c'est là que les gens n'aiment pas le président de la République. C'est là que les gens causent du tort à l'image du président de la République, que je ne cite pas en vain. Je les démontre. Les gens du Congo central? Ceux qui gèrent, notamment ceux qui gèrent cette affaire. Je prends les ministres des Finances, les ministres du Budget, les ministres de l'ITPR. Parce que l'accord a été signé entre le ministère de l'ITPR et les consortiums. Exact. Et ce sont eux qui ont amené le président de la République en décembre 2023 à Kulungongo pour poser la première pierre. Alors, s'il n'était pas prêt en 2023, pourquoi amener le président là-bas pour poser la première pierre? Donc, le président devrait en principe... C'était pendant la campagne électorale. Alors, 2 ans après, qu'est-ce que la population va penser? Que c'était un appât électoral, que c'était juste pour qu'il se fasse voter. Non. Alors que le président a fait preuve de la bonne foi, la bonne volonté. Ce n'était pas pour nous jouer un mauvais tour. Ce qui bloque simplement maintenant, quand je parle de nos compatriotes qui sont responsables autour de ce dossier qui n'aident pas le président, c'est quoi? Comme ça s'est fait dans les règles de l'art, le gouvernement devait donner, 20%. 20% pour que les autres commencent. C'est ces 20% qui bloquent. C'est-à-dire que les ministères des budgets et des finances doivent sortir à peu près 20 à 25 millions de dollars seulement pour une route qui demande 188 millions de dollars. Après l'émission, je vais vous donner les contrats que j'ai dans mon téléphone. 188 millions de dollars, le gouvernement donne 20%. Et c'est ces 20% qui ne donnent pas pour que les consortiums puissent commencer les travaux. Vous voyez le scandale? Avec des millions qu'on
qu'on dilapide dans ces pays. On connaît l'histoire des détournements dans ces pays. Alors 20 millions, c'est quoi par rapport à ce qui est détourné? Pour l'intérêt général. Et c'est pour cela que nous sommes en train de travailler avec la Première ministre, nous sommes en train de travailler avec le VP Mkoko Samba et avec les caucus. C'est des dossiers sur lesquels les caucus sont en train de faire pression pour que cela se fasse. J'espère qu'avec le nouveau ministre des ITP, qui est également votre collègue, hein? Un collègue, un ami, les dossiers de ces fameux 20% se trouvent sur le bureau, sur la table du ministre des Finances. Donc, il suffit seulement qu'il signe et que le gouverneur sorte l'argent pour que les travaux commencent. Donc, ce qui reste, c'est une pression. Et c'est dommage que pour un tel projet, que ça demande notre pression, comme si nous étions le seul à en bénéficier, comme si nous étions le seul à en comprendre l'importance. Mais le ministre des Finances, en tout cas, il est à Kinshasa, vous êtes député national. En tout cas, rien ne peut vous empêcher de le rencontrer en présentiel pour échanger autour de ce sujet. Peut-être une seule rencontre pourrait débloquer la situation, honorable. C'est ce que nous disons. Nous sommes en contact, les informations que je vous donne, c'est parce que nous sommes en contact avec le ministère des UTP. Si nous savons que les dossiers sont sur la table du ministre des Finances, c'est parce qu'effectivement, nous faisons les suivis. En tout cas, il n'y a pas un dossier personnellement qui me tient à cœur, qui me donne des insomnies, que celui-là. Vous savez, Dieu qui me poussait, il connaît la route de Kimpangu. Aujourd'hui, ma Jeep, tout terrain, ne peut pas arriver à Kimpangu par la voie principale. Il faut prendre la même en saison sèche? Oui. Il faut emprunter, tout le monde m'entend, tout le monde qui connaît la route. Il faut, à l'Ouosi, on va, à Antimatsi, on va, malgré les difficultés. Hein? Mais là, quand vous arrivez à Louvaka, les bourbiers de Mboubou, les grands camions passent, mais les petits véhicules ne peuvent pas passer parce qu'il n'y a même pas un endroit où dévier. C'est là que ça bloque. Avant Louvaka et en Mboubou, après Louvaka. Et nous sommes en train de prendre la route secondaire de Bangou pour sortir par Gombe Sud. Ce n'est pas normal. Oui, une route de cet intérêt. Et c'est pour cela donc, cette affaire, c'est pas que nous négligeons. Nous attendions simplement le nouveau gouvernement remanié. On se disait si on avait commencé au mois de juillet et que le ministre n'était plus là, bien qu'il y a continué l'État, on s'est dit, écoutez, on attend le remaniement. Donc à la rentrée ici, nous allons encore faire pression avec le nouveau ministre des IDPR et le ministre des Finances qui est là. Et pourquoi pas le ministre du Budget. Mais au niveau du budget, c'était déjà arrangé. C'est déjà arrangé. D'accord, merci beaucoup, honorable. En tout cas, nous assistons à une panoplie de décès ces derniers temps sur la route nationale numéro 1. Chaque semaine, les gens meurent. D'un côté, il y a... En tout cas, la responsabilité revient aux chauffeurs parce qu'il y a certains accidents où on constate simplement que les chauffeurs conduisent dans un état d'ivresse, mais d'un autre côté, il y a également l'état de la route. Et vous êtes député national, vous êtes président d'un caucus, vous êtes nombreux au sein de ces caucus. Comment vous réagissez face à ces taux élevés d'accidents? Parce que les accidents ne peuvent jamais prendre fin, mais les accidents peuvent être réduits. Quelles sont les démarches que vous, députés, vous menez pour réduire les accidents? Parce qu'il y a également ces fameux contrats du gouvernement central et la société Sopeco. Les conditions ne sont pas, en tout cas, réunies pour permettre à certaines victimes de bénéficier des soins appropriés. Bref, honorable Pierre Nsumbu, comment vous réagissez face à ces accidents et quelles sont les démarches que vous menez au sein du caucus pour trouver la solution visant à réduire les taux d'accidents? En suivant votre question, ceux qui sont attentifs, vous posez des questions, vous dégagez les causes et même parfois vous proposez des solutions. En ce qui me concerne, en ce qui concerne les caucus, parce que nous, aujourd'hui, nous travaillons, on en parlera, ces caucus-là. Il faut dire que c'est vrai, cette route est devenue meurtrière. Pas seulement maintenant. Si vous suivez mes interventions du mandat passé, à l'Assemblée, vous verrez que chaque fois qu'on interpellait le ministre des ITP, je parlais de cette route. Je l'ai déjà qualifiée de route meurtrière. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Mais aujourd'hui, il faut reconnaître qu'il y a un taux exponentiel d'accidents et vous demandez à quoi cela est dû. Mais c'est simple. C'est dû au fait que nous avons d'abord tué les chemins de fer. Le fait que le chemin de fer ne fonctionne pas a comme effet d'entraînement une affluence des poids lourds. Vous n'avez qu'à voir la quantité, le nombre de poids lourds qui circulent sur cette route-là. Une petite route de 2 bandes et des poids lourds en nombre exponentiel
qui côtoient tous les petits véhicules. Est-ce que d'abord, ces chauffeurs, la plupart, vous avez remarqué de ces chauffeurs-là, ont été rajeunis, ce sont des jeunes. Exact. Remarquez aujourd'hui. Oui, oui. Hier, c'était des gens De de vieux. certain âge qui conduisaient des poids lourds. Non pas seulement qu'on a un certain nombre incalculable de poids lourds, par milliers certainement, mais aussi les chauffeurs qui les conduisent. Est-ce qu'ils ont été bien formés? Est-ce qu'ils sont recyclés? Est-ce qu'ils maîtrisent le code de la route? Je ne fais que me poser des questions. Alors, déjà, si vous voyez que sur cet aspect-là, de l'affluence des poids lourds, et la plupart des accidents sont causés par ces poids lourds. Exact. Le 80% dernier cas qui a d'accidents. tué le général de la police, c'était un poids lourd qui pèse. Avec un tuyau derrière. Il n'a tout pas... ça. Mais regardez, mais quelqu'un qui connaît les codes de la route ne peut pas charger les véhicules comme ça avec un tuyau. Vous voyez un exemple patent, celui-là. Et la vie humaine est sacrée. Même la vie d'un bébé, des gens qui viennent de naître, des nouveau-nés, cette vie n'est pas inférieure à celle d'un général qui est tué. Mais quand même, le fait qu'un général soit mort dans ces conditions aurait pu être capitalisé pour comprendre l'ampleur de la situation au Congo central. Quelqu'un qui n'a même pas fait 2 mois chez nous, on le perd à la suite d'un accident qui me pèse, provoqué par un poids lourd, provoqué aussi par l'excès de vitesse sur une route comme ça. Et donc, l'absence de chemin de fer, c'est la grande cause de l'affluence. Parce que pour que le poids lourd diminue sur notre route, il faut que les trains marchandises reprennent. Qui ne voient pas un nombre d'affaires, qui aiment le bénéfice, refuser de prendre les trains pour embarquer ces marchandises de Matadi à Kinshasa, où d'abord il y a la fiabilité en termes d'accidents et puis en termes de coûts. Donc vous verrez tout de suite, le nombre va diminuer. Mais aussi cette route, on devait la moderniser à 65 ans. Cette route n'est pas en bon état. Les Chinois que nous voyons là-bas sont tentés de la rafistoler, de la raccommoder comme un vieil linge. Regardez les travaux qui se font là-bas. Regardez les travaux entre Batagon lenteur. équipés. Vous voyez comment ils font là-bas. Malgré la réhabilitation. Ils creusent, ils laissent la route comme ça. On ne sait pas ce qu'ils font. Alors que le péage a été instauré pour la route. L'argent du péage devait servir essentiellement à la modernisation de la route ici. Modernisation. Ce qui n'est pas fait. Et la modernisation pour nous, c'est aujourd'hui carrément en faire une autoroute. Avec des bandes pour les poids lourds, avec les bandes pour ceci, comme ça se fait ailleurs. Et on n'a pas besoin d'un budget de minerais à vendre pour cette route. Chez nous, comme on dit, le poisson, on le prépare avec son nom. Chaque jour. Vous savez, vous devez demander ce que nous faisons. Mais nous faisons notre rôle. Notre rôle de frapper à la porte du gouvernement. Nous le faisons à travers la prise de parole à l'Assemblée, à la Commission, à des rencontres avec les autorités concernées. Personnellement, il y a un élément, nous avons reçu le ministre de Père Guissaro qui vient de changer de ministère à la Commission de l'aménagement. L'élément existe. Je lui ai posé cette question, je suis intervenu et pour la route de Kimpangu, à laquelle vous avez fait allusion, et pour notre péage. Il se pose un problème de la gestion de notre péage et c'est parmi les matières que le caucus prend en charge. Ce n'est pas Ntsumbu qui va en parler seul. Aujourd'hui, nous avons pris, avec notre caucus, de prendre l'engagement d'être unis, d'être ensemble pour aborder la plupart des grands problèmes qui concernent le développement, qui touchent à notre province. Je crois qu'on pourra les ports à eau profonde, les ports de Matadi, les chemins de fer, le péage, notre courant d'Inga. Il y a beaucoup de questions. Les routes de décès agricoles au Congo central, il y a beaucoup de questions aujourd'hui. Et la SINAT que le caucus prend en charge. Et donc là, dernièrement, quand nous avons posé la question sur la gestion de ces péages, ça je vous donne l'information, j'ai les documents, Guissaro, l'ancien ministre du TPR qu'on vient de changer de ministère, va reconnaître qu'à la dernière évaluation de 2023, la dernière évaluation, on a trouvé que la route générait 6 millions, à peu près 6 millions de dollars par mois. 6 millions de 6 millions de dollars par mois, mais avec des dettes énormes. Si je devais encore regarder, je vais vous montrer les chiffres. Nous avons une dette, nous sommes déficitaires. Donc, le gouvernement central. Non, c'est que gère.
Ok. C'est Sopeco, ils ont donné Sopeco, en ok. concession. Ok. Ça, c'est les rapports de Sopeco Ok. qui a évalué avec le gouvernement. Alors, quand ils ont évalué, les rapports qui ont été faits, c'est que la route, pour près de 6 millions par mois que la route a généré en 2023, Mhm. ils étaient déficitaires. C'est-à-dire que quand on prenait à peu près 6 millions multipliés par 12 mois, le montant qu'ils ont obtenu à la fin était inférieur, de loin inférieur au montant, aux dépenses qu'ils ont réalisées. Donc, on était déficitaire. Mais ça, c'est Sopeco qui le dit. Est-ce qu'il y a un véritable contrôle? Nous voulons qu'il y ait un véritable contrôle. Et s'il faut résilier le contrat entre Sopeco et la République, parce que c'est un contrat qui date de l'époque de Kabila, il faut le résilier. Et donc, les caucus voudraient voir clair. Nous avons mis un point d'honneur à vouloir faire contrôler Sopeco et non de nous contenter des rapports, de leurs évaluations qui mènent je sais de quelle façon. Les caucus s'est engagé à voir clair dans les recettes. Et c'est encore des Chinois qui sont à la manœuvre pour gérer Sopeco. C'est encore des Chinois qui sont à la manœuvre pour réparer, raccommoder la route avec la Soif. C'est pas possible. Oui, Nous voulons quand même ils ont avoir engagé des entreprises chinoises. Notre destin en main. Nous devons quand même contrôler qu'est-ce qui entre réellement, comment c'est géré et comment se font les travaux sur notre route. Donc il y a un travail à faire de vérification. Sûrement, il faudra peut-être proposer une descente sur le terrain. Mais c'est quand je parle de l'enquête, c'est ça. Ça, c'est parmi les projets de notre caucus. Donc, c'est imminent. Imminent. Ok. Ouais. Merci beaucoup, honorable. Mais parlons de ce chemin de fer. Est-ce que ça sera possible? Parce qu'on sait que la plupart des véhicules, leurs responsables sont hommes d'affaires. Est-ce qu'ils vont facilement accepter de perdre tous leurs véhicules pour opter, en tout cas pour le retour de ce chemin de fer? Est-ce que c'est possible à l'heure actuelle de réhabiliter ou sinon de permettre à ce qu'il y ait retour de chemin de fer? Est-ce que c'est possible actuellement, selon réaliste? C'est possible pour des raisons. Nous sommes dans un état de droit. Il ne faut pas que l'État soit confisqué par un groupe de gens, comme vous dites là. Des gens qui sont forts financièrement, des étrangers qui se mettent avec des Congolais pour confisquer notre route, nous empêcher, nous, de bien vivre, de faire des accidents parce qu'ils doivent faire des bénéfices. Et donc, le président de la République doit s'assumer. Si le président s'assume avec la pression populaire, c'est possible. C'est vrai, ce sont des mafieux, ce sont des groupes de gros intérêts qui impliquent des millions. Ils sont capables de corrompre des Congolais, même des gens du Congo central. Mais si nous, députés, le premier, on ne se met pas dans cette mafia-là, et que nous travaillons avec les présidents de la République, nous faisons pression avec le peuple qui nous entend. Il y a une marche ici, rappelez-vous, tous les Congos centrales avaient marché quand les gens ont voulu commencer les travaux des ponts, route là à Kinshasa par rapport à notre port. Vous vous rappelez cette marche-là? Il faut encore ce genre de pression. Les Congos centrales, si nous faisons pression, si le peuple nous suit, nous faisons pression et que le président met de la volonté, c'est lui le garant de tout au pays. Ces mafias-là, ces mafieux-là peuvent bien lâcher leurs morceaux. Et il faudrait que les chemins de fer reprennent. Si à 65 ans, on n'arrive pas à comprendre ce que Stanley avait déjà compris, que sans ces chemins de fer, les Congos n'ont pas la valeur d'un penny. Comment à 65 ans, nous, on n'a pas compris ça? Et vous voyez les conséquences. Donc, les solutions sont là, mais un peu de volonté, un peu de transparence, un peu d'impulsion de la part du président de la République, du gouvernement, les choses peuvent s'arranger. Merci beaucoup, honorable. En tout cas, nous espérons que les caucus va poursuivre dans cet élan pour permettre ce fameux retour du chemin de fer parce que notre avenir en dépend. Exactement. On entame en tout cas la gestion du gouverneur grâce à Nkwanga Bilolo. Vous êtes en contact avec lui, vous causez presque chaque semaine pour évoquer des questions relatives à la province. Il a totalisé plus d'une année. C'est un jeune, moins de 40 ans. L'honorable Pierre Ntsumbu est-il satisfait de la gestion du gouverneur grâce à Nkwanga Bilolo une année après? Non. Personnellement, je trouve prématuré. Il a 5 ans. Il a un mandat de 5 ans. Alors, je trouve que c'est déjà prématuré. Moi, ça n'engage que moi. C'est prématuré déjà de porter un jugement sur son bilan. Parce que pour le moment, nous sommes au niveau des prémices. Il est en train de poser les prémices. Et comment vous trouvez ces prémices? J'ai vu, vraiment, il faut me laisser le temps de parler. D'accord. Vous savez, lorsque quelqu'un plante ses arachides
si on le voit de loin, on ne sait pas ce qu'il fait. Mais c'est seulement après quand ça monte, quand les petits rejets des bananiers montent, grandissent, que les gens comprennent que ce monsieur est en train de planter des bananiers. Donc c'est un peu l'image que je donne pour les gouverneurs. Je pense que pour moi, une année, c'est le mois où il met tout en place, tous les systèmes en place pour qu'ils se mettent vraiment au travail et qu'on en voit le fruit. Parce que pour le moment, ce n'est pas ce niveau de la pépinière que moi j'ai estimé qu'on peut manger déjà les légumes. Exactement. Donc, je suis clair. C'est au niveau des prémices que moi j'estime de l'inquiétude par rapport à ce qu'on attend demain. C'est au niveau des prémices. Quand les prémices sont bonnes, la conclusion les sera, selon la logique. Et donc, pour que les gouverneurs nous donnent satisfaction, parce que moi, personnellement, je lui ai dit que sur toutes les priorités du Congo central, il y a beaucoup de priorités. Priorité des priorités, pour que son bilan soit positif à la fin de son mandat, je vois d'abord 2 priorités des priorités. 2. Il peut faire 3, 4, 5. Moi, c'est reçu sur les 2. Et ces 2 priorités ont un impact sur l'ensemble de la province. Lorsqu'on pose ces actes-là, que moi j'attends, c'est toute la province, et les villes, et les campagnes, vont retrouver leur compte dans la gestion de notre frère Grace Bilolo. C'est-à-dire, de Kasangula Mwanda, nous mourrons de l'insécurité. Nous le savons. C'est un problème existentiel. C'est notre existence qui est menacée directement. Il n'y a pas de paix dans ce sens. Et ça ne date pas d'aujourd'hui. Tous les mandats passés, nous avons connu ça. Et ça continue. Les cas récents sont là. Donc, les gouverneurs, ce n'est pas lui qui va former la police. Il y a en matière de sécurité, il y a des domaines qui ne reviennent pas légalement. Par exemple, la formation des policiers, c'est Kinshasa. La paye des policiers, c'est Kinshasa. En fait, les moyens que la police doit utiliser ou les autres services de la NER, tout ça, pour faire face à l'insécurité, c'est Kinshasa. Mais le gouverneur peut aider. Il a la politique de gestion. Il peut aider. Il peut aider la police, la NER, notamment en les dotant des moyens. Des moyens importants. Notre province peut les dégager en termes de priorité pour remettre les engins, ce qu'il faut, tout ce qu'il faut. Il a déjà fait ça, hein, je crois. Il a remis les motos, les véhicules. Motiver oui, un peu partout. Motiver les policiers, leur donner vraiment des moyens pour qu'ils fassent face à ces bandits de grands chemins qui ont aussi des moyens opérationnels très importants. Il faut que le moyen de la police et de nos services soit supérieur, de loin supérieur au moyen des bandits. Les bandits vont toujours exister. Mais c'est par rapport à la faiblesse ou à la force de nos services de sécurité qui vont agir. Donc, je l'attends sur ce point-là de l'insécurité. Tant qu'on continue à éradiquer l'insécurité à travers la province. Même pas l'éradiquer, parce que partout, il y a un taux de criminalité qui reste à travers le monde, mais diminuer sensiblement le taux de criminalité. Exact. Deuxième priorité pour moi que j'attends des gouverneurs, ce sont des routes de dessert agricoles. Toutes les routes de dessert agricoles de la province de Kasangula Mwanda sont impraticables. Partir de Mbanzangungu, chef-lieu, jusqu'à n'importe quel secteur de Mbanzangungu, c'est un problème. Partir de Madimba Inkisi pour aller dans n'importe quelle route des secteurs de Madimba, c'est un problème. Et je peux prendre pratiquement tous les territoires. Alors vous comprenez la conséquence. La vie n'existait pas. Les paysans, ceux qui sont dans nos villages, qui produisent, ne peuvent plus produire davantage parce qu'ils ont un problème d'évacuation. L'évacuation des produits Tout ce qui est produit périssable, quand vous allez dans des gommes qui parlent de Kifoulou, tout ce qui est périssable, les fruits par exemple, vous êtes d'ailleurs un témoin oculaire. Les safous, la banane plantée, tout ce qui peut pourrir, les gens ne plantent plus. Même les piments, parce qu'il va planter, il ne sait pas évacuer, ça va pourrir. Conséquence que nous avons fait ici. Deuxième conséquence, comme je disais que ça va avoir un impact, il y a l'exode rural. Tous ceux qui sont dans des secteurs veulent venir en Banzangou, ceux qui sont dans les Manianga, tout ça, veulent venir à Louosi ou à Kipé, c'est ainsi de suite. Et ça vient gonfler les rangs de chômage des chômeurs avec tout ce qu'on peut deviner comme conséquence. C'est la délinquance, c'est les vols, c'est tout. Donc, quand seulement avec des engins, on arrive... Il a d'ailleurs acheté des engins. Exactement. Il a acheté des engins. C'est ça le prémisse. Ça commence à venir.
les gouverneurs, ça commence à venir. Si on arrive comme il a fait, comme il a compris, parce que dès le départ, on le lui a dit. Moi, je le lui ai dit. Et je suis très content de voir quand même que parmi les gens qui le lui ont dit, parmi les choses que je lui ai demandé, comme je dois le faire ici, il a commencé à exécuter parce qu'il y a déjà des engins qui sont à Matadi. Oui. D'après ce que j'ai appris de la province, ils vont mettre une brigade, je crois, ici à Manzangungu. Par district. Oui, par district, 3 districts. Donc, Exact. les cataractes, il y aura une brigade ici et dans le bas-fleuve, et puis je crois dans les deux villes. Donc, si cela est fait, moi, je vais déjà applaudir. Mais, il y a des préalables. Je disais que j'étais inquiet par rapport à ce que j'observe. Dans chaque chose qu'on veut faire, il y a des principes à respecter. Il y a des règles. Dans tout ce qu'on veut faire, on veut respecter les principes, il faut un système clair qu'il faut respecter. Je ne dis pas qu'il n'y a pas un système. Nous avons une structure politique. Nous avons la Constitution. Nous avons les lois du pays. Et la Constitution et les lois du pays doivent être respectées même dans la gestion d'une province par tous, et la population et les gouvernants. Et au Congo central, ce qui m'inquiète, c'est le fait que l'ambiance des élections, avant élection, j'ai tendance à comprendre, égale après élection. C'est-à-dire ce qui concerne le fonctionnement de l'Assemblée provinciale. C'est-à-dire, c'était normal, pendant les élections, on a trouvé parmi plusieurs candidats gouverneurs, il y a deux qui sont sortis du lot. C'est normal. Notre frère Guy Bandou, qui était le gouverneur à l'époque, donc sortant, et notre gouverneur Guy Bandou. Et on sait clairement, tout le monde sait que 23 députés avaient voté pour Grace Bilolo, et 17 avaient voté pour notre frère Guy Bandou. Et la loi de la majorité, voilà, le respect de la loi fait que c'est tout à fait naturel que notre frère Grace Bilolo, Kwanga Bilolo, puisse être gouverneur. Et donc, une fois qu'on a dépassé cette étape, le fameux chiffre de 23 contre 17 reste normalement là. Et on devait tourner la page. Mais une année, aujourd'hui plus d'une année, on continue à parler de ces 17 et 23. Donc aujourd'hui, c'est comme si l'Assemblée était divisée en deux. D'ailleurs, c'est devenu 21 contre 19 parce que... Non, je vais vous dire. Donc, je parle d'abord des 17, 23, les nombres des élections. Qui ont pris part aux élections. On dit que ça reste là une page tournée, que maintenant le gouverneur est devenu le gouverneur de toute la population du Congo central, y compris ceux qui n'ont pas voté pour lui. Donc le gouverneur n'a aucun intérêt à voir au niveau de l'Assemblée un groupe de députés qui le soutiendrait, un autre qui serait ses adversaires ou ses opposants. Pourtant, c'est la réalité actuellement. Nous avons l'avantage d'avoir une institution monocolore en termes politiques. Il n'y a pas d'opposants idéologiques au niveau de l'Assemblée. Tous ce sont des lignes sacrées. C'est un avantage. Et aujourd'hui, on forme une opposition en dehors des institutions. Mais cette opposition, ces députés-là, les 17 là, qui seraient adversaires au gouverneur, qui seraient adversaires au président de l'Assemblée, c'est un danger pour la stabilité de notre province. D'ailleurs, un danger permanent. Un danger permanent, c'est pour ça que le gouverneur n'a aucun intérêt. Parce qu'il peut perdre sa majorité. Cette majorité-là, si vraiment il est dans ce jeu-là, les flatteurs, les turféraires, lui font croire qu'il doit entretenir les 23 députés et compter sur eux, alors il est assis sur une branche sur laquelle il est en train de scier. Et ça, je l'ai dit. Il n'a aucun, ni le président Papimantezo, que j'aime bien, avec qui j'échange bien, ni le gouverneur, les deux n'ont aucun intérêt à garder, à entretenir cette division que nous voyons à l'Assemblée. Mais d'ailleurs, la division a été empirée. Mais exactement. La division a été empirée par... C'est-à-dire, moi je vais être clair. Si un gouverneur, vous savez la conséquence, si réellement un gouverneur entretient
ou est soutenu, comme on le voit, par 23 députés provinciaux, avec qui se promènent partout. S'il est soutenu par 23 députés provinciaux, la conséquence, c'est quoi? Ces 23 députés provinciaux ne seront pas capables de faire leur travail des députés. Ils n'auront pas les coudées franches. Donc, ce rapprochement... Parce que parmi le rôle le plus important, une meilleure façon d'aider un gouverneur à réussir, c'est de le contrôler. Donc, ce rapprochement entre le président Mantezolo et le gouverneur je ne vois pas meilleure façon d'aider un gouverneur à réussir son mandat que de le contrôler objectivement. Okay. Parce que d'un côté, ceux qui sont censés les contrôler, ce sont les députés. Ils contrôlent. Ils se mettent ensemble pour les projets des sociétés, pour les projets, pour le travail qu'ils doivent faire. Ils se mettent ensemble, ils se mettent d'accord comme ça se fait dans toutes les institutions. Mais une fois l'étape franchie, ils se mettent ensemble, voilà tel projet, et nous l'acceptons pour tel montant et à tel délai. Alors il restera maintenant que les députés provinciaux contrôlent réellement l'exécutif. Qu'ils aillent voir, voilà, nous sommes tombés d'accord pour prendre 20 millions de dollars pour telles opérations. Ok, c'est bon. Et après, on construit l'Assemblée provinciale, nous le savons. Est-ce que les députés provinciaux contrôlent réellement comment est dépensé cet argent? Donc, honorable Pierre Ntsumbu, je vous relance. Oui. Si je comprends votre argument, c'est que le rapprochement visible, régulier, ce rapprochement intense entre le président de l'Assemblée, qui est en tout cas le patron de cet organe délibérant, et le gouverneur, ne pouvait pas avoir lieu parce qu'on voit comme s'ils sont devenus vraiment des véritables amis. Lorsque le gouverneur lance un projet, le président est là. En tout cas, il y a vraiment ce rapprochement et au regard de votre raisonnement, c'est dangereux de voir Papi Mantezolo être si proche du gouverneur. Je l'ai dit, moi je lis sans embâche. C'est ce que je constate, j'appelle ça prémisse. C'est-à-dire, le gouverneur ne doit pas être ennemi du président de l'Assemblée. Il ne doit pas être ennemi des députés provinciaux. Ce n'est pas l'effectivité de la cohésion provinciale. Attendez, ils ne doivent pas être ennemis. Mais les contrôleurs ne doivent pas aussi être si familiers avec les contrôlés, la personne qu'on doit contrôler. S'il y a des sentiments d'amitié, il faut le mettre des côtés. Il faut faire un effort. Je peux aimer le gouverneur, mais moi, je peux en faire un ami personnel. Mais non, notre amitié va se limiter à certains moments. Quand nous prenons nos fonctions, moi en tant que député, président du caucus, et lui comme gouverneur, notre amitié, les gens ne peuvent même pas la sentir. Ce sont des sentiments qu'on a, mais qui ne doivent pas prévaloir par rapport au travail. Parce que dès lors que je mets mes sentiments d'amitié en avant-plan, je ne saurais plus aider le gouverneur. Non, et je répète, non, ne vous en faites pas, je sais où m'amener, je vais arriver là. Mais d'aucuns estiment que... Je suis en train de conclure. Regardez. Donc en réalité, j'ai dit, cette fissure que je vois au niveau de l'Assemblée, qui a d'ailleurs coûté déjà la vie à deux membres du bureau. Ils ont déjà bouffé 2 membres de leur bureau. Donc ce qui fait actuellement 21 contre 19. Voilà, et ça je répète. Une fois de plus, les gouverneurs, le président Mantezolo, parce que eux, que ce soit le gouverneur, leur mandat, et le président de l'Assemblée, leur mandat comme président du bureau de l'Assemblée, comme gouverneur, ils les doivent aux députés provinciaux. Donc, il y a une procédure qui est prévue. La loi prévoit comment on devient gouverneur et comment on peut faire partir un gouverneur. Comment on peut faire partir un membre du bureau, comme les 2 membres là. La loi prévoit. Alors, il faudrait aussi qu'on accepte ça. Nous, l'ex, c'est de l'ex. Si aujourd'hui on accepte, l'Assemblée a évoqué des raisons qui leur sont propres, je n'entre pas dans leur organisation, que 2 membres de leur bureau ne valaient plus la peine, il fallait les faire partir et les remplacer. C'est de leur droit. J'espère que des raisons sont objectives. Ça n'a rien à voir avec des raisons comme quoi il est égoïste. J'ai entendu ça. Je ne sais pas comment qualifier ça. Non, il y a certains qui disent que les 2 là auraient préparé un coup contre les gouverneurs. Mais ils devaient le dire là-bas, dans leur motivation, parce que quand il y a une émotion, on indique les motifs pour lesquels vous demandez. Je crois que je n'ai pas entendu ça. Ça sont des non-dits. J'espère que ce qui est arrivé à l'honorable Omega Badou et à notre frère Billy Tunga, c'est des raisons objectives
Parce qu'effectivement, leur façon de travailler dérangeait l'Assemblée, dérangeait la province. J'espère que pour ces raisons-là, parce que je ne vois pas d'autres raisons. Pour moi, quelqu'un qui dérange, un député qui dérange, un membre du bureau qui dérange la province, qui porte atteinte aux intérêts de la communauté, il mérite les sanctions qu'il faut. C'est comme, de la même manière, aujourd'hui, s'il y a un ministre qui commet des bêtises dans sa gestion, qu'il y ait aussi la même précipitation, la même façon de faire pour interpeller ces ministres provinciaux. Même le gouverneur, et même le 23 là, il doit avoir des coudées franches pour dire, voilà, au nom de la population qui nous mandate, monsieur le gouverneur, venez. Et lorsqu'on interpelle le gouverneur à l'Assemblée provinciale, lorsqu'il y a une motion contre un ministre, qu'on ne dise pas qu'on est contre la cohésion provinciale, qu'on ne confonde pas la cohésion provinciale avec la gestion normale des institutions, y compris des sanctions éventuelles qu'on peut infliger à ceux qui travaillent pour la population. Donc le rapprochement dont on évoque ici n'a rien à voir avec la cohésion provinciale. Pour moi, la cohésion provinciale, c'est par exemple lorsque des communautés principales que nous connaissons au Congo central, prenons la communauté du bas fleuve, nos frères qui sont dans les bas fleuves, et ceux qui sont dans les cataractes et la Lukaya, lorsqu'il y a des disputes, lorsqu'ils ne s'entendent pas, lorsqu'il n'y a pas de cohésion. La cohésion, c'est pour moi un faux fuyant de nous autres politiciens. Moi, de mémoire d'homme, je n'ai jamais appris que les Bayombe se sont opposés aux Bantandou. Les Bantandou se disputent, je sais quoi, avec les Manianga. Du côté de la population pour laquelle nous travaillons, il n'y a rien de tel. Mais les gens croient que lorsque moi, Tsumbu, j'ai perdu mes intérêts là-bas, mes intérêts personnels. Peut-être je vais placer des gens au péage, je vais placer des gens au gouvernorat, je vais placer des gens à l'Assemblée. Lorsqu'on les défenêtre bien, lorsqu'on ne me sert pas, alors je dis, il n'y a pas de cohésion provinciale. Comme si les intérêts à moi et des personnes que j'avais placées là-bas concernaient les intérêts de la communauté. Je vais emballer la communauté pour dire, ils sont contre les bandits. Ah, ils sont contre les Manianga parce qu'on a des fenêtres. Voilà comment on réfléchit. Ça n'a rien à voir avec la cohésion. La cohésion, il faut peut-être parler de la stabilité des institutions. Vous voyez, parce que le mandat passé, 5 ans de mandat, 5 remises et reprises à la province. Ça a profité à qui? Mais ça a profité à ceux qui aimaient la crise. Et nous ne voulons plus de ça. Donc aujourd'hui, pour la province de grâce, moi je ne voudrais pas continuer à constater cette fissure qui est à l'Assemblée, qui a déjà donné les premiers signaux. Parce que cette fissure à l'Assemblée peut entraîner la fissure au niveau du gouvernement provincial et ça sera encore la déstabilisation comme on a connu les mandats passés. Alors je lance un appel à ce sujet. La province appartient à tout le monde. À tout le monde. Ça appartient au gouverneur, ça appartient au président de l'Assemblée, ça appartient aux députés, ça appartient au ministre, ça appartient à tous les citoyens lambda. De grâce, vous qui croyez que la province vous appartient, vous qui croyez que quand vous êtes avec un député pour manger la chikwang ensemble, que c'est votre province, laissez les gouverneurs travailler pour toute la province. Mangez votre chikwang à la maison, en cachette. Mais ne confondez pas la chikwang que vous trouvez chez les gouverneurs ou chez le président Pabimane Tezolo ou ce jeune député. Ne prenez pas ça comme réussite de la province et que la province vous appartient pour dire que si chaque fois qu'on porte un jugement, c'est la manière de travailler d'un député, c'est la manière de travailler d'un ministre, c'est la manière de travailler du gouverneur, c'est la manière de travailler du président de l'Assemblée. Chaque fois qu'on veut porter une critique objective, parce que ça ne va pas, il ne faut pas dire, ah non, il est contre les institutions, il veut déstabiliser les institutions. Ne confondez pas une personne, le gouverneur, avec l'institution. Ne confondez pas le président Matezolo avec l'institution. Lorsque le président Matezolo commet des fautes de gestion et que les députés provinciaux lancent une motion, comme on a fait avec Bilin Tunga, de grâce, ne parlez pas de la cohésion. Parce que l'Assemblée, ce n'est pas le président Matezolo. C'est vous qui l'avez mis, c'est vous qui avez le pouvoir et l'attitude de les démettre. Mais alors, dans le respect des règles. C'est pourquoi je disais, il y a des principes simples qu'il faut respecter pour que les choses marchent. Mais si il y a un groupe de gens, des Djalelo là, vous les voyez dans les réseaux sociaux, vous les voyez. Les jeunes leaders. Vouloir, ils se disent leaders, c'est pas, ils guident qui? Ils sont leaders de qui? Vous les voyez, ces gens-là, comment ils dérangent. Et nous, les députés, nous, les responsables, nous devons cesser de faire. Et puis souvent, c'est ceux-là. Quel profil ils ont? Allez voir des experts là qu'on nomme. Moi, je mets quiconque à défi. Qu'on nous mette dans les réseaux sociaux les CV
de ceux qu'on a engagés dans la province comme experts, qu'on mette leur CV, diplôme, profil, expérience. Je les demande. Communicateurs de gouverneurs, mettez les CV là-bas. Parce que ici, le problème, lorsque quelqu'un parle trop, lorsque quelqu'un menace, alors même s'il ne connaît même pas l'alphabet, on le prend comme expert pour le satisfaire. Donc, ça devient un gâteau. l'honorable Pierre Ntsumbu, actuellement, au regard de la situation en fait, qui oppose l'Assemblée et le gouvernorat, je fais allusion au rapprochement des députés et puis et les gouverneurs. Vous craignez que le gouverneur, que l'exécutif ne soit pas contrôlé comme il s'y doit par les députés parce que ces derniers sont plus devenus familiers au gouverneur? C'est ce que je dis. La meilleure façon d'aider les gouverneurs, je répète, la meilleure façon d'aider les gouverneurs à réussir son mandat. Son mandat, sa réussite ne se mesure pas par la manière dont il satisfait les individus et les groupes d'intérêt. Ceux-là qui sont là pour leurs intérêts, quand ils ont leurs intérêts, pour eux, c'est la réussite. On est là pour la population. La province appartient à tout le monde. Et donc, les députés provinciaux, les mandats qu'ils ont, ce n'est pas les mandats du gouverneur. Même si c'est un parti politique qui les a aidés à être là. Même s'il y a un mentor de Kinshasa qui les a aidés, une fois qu'ils sont là, ils ne sont pas là pour le mentor. Ils sont là pour la province, pour la population. Ils ont un mandat de la population. Et la population connaît ses problèmes. Les problèmes de la population ne sont pas ceux qu'on raconte dans les réseaux sociaux. Où à longueur de journée, on parle des individus. Tel à l'équipe, ou à l'équipe, celui-là est plus fort que l'autre. C'est dans les vrais problèmes du Congo central. Les problèmes qu'on vient d'évoquer au départ. Nous avons des vrais problèmes de vécu quotidien. Et la politique, c'est l'art de gérer la cité. La cité, c'est des personnes qui ont des problèmes réels. Problèmes d'eau, problèmes d'électricité, de route. Tout ce qu'on a comme problème. D'éducation, de santé. Voilà les vrais problèmes auxquels le gouverneur doit s'atteler dans la mesure de ses prérogatives. Et donc, pour l'aider, il faut que l'Assemblée joue son rôle qui concerne à mettre en place, à voter des édits qui aideraient la bonne gouvernance, à contrôler le gouverneur pour que le gouverneur se sente redevable, non pas à un groupe de gens d'intérêt, qui sont redevables, non pas à quelques personnes de Kinshasa peut-être qui lui feraient pression, ou à un mentor à Kinshasa, redevable à la population, qui disent, moi, ce que je fais là, c'est pour la population d'abord, et rien que pour la population. Et cette population est représentée par des députés provinciaux. Donc, si j'ose aller à gauche ou à droite, j'aurai affaire à des députés provinciaux. C'est ça qu'il faut. Or, maintenant, je ne vois pas ça. Avec ce qu'il y a comme architecture, ce qu'on a vu avant les élections et qui continue après les élections, je ne vois pas ces assurances-là. Je ne dis pas qu'il y a conflit entre l'Assemblée provinciale et les exécutifs. Nous parlons du rapprochement. Mais déjà, le rapprochement, ça dit que les deux institutions doivent collaborer. Ils doivent se compléter. Chaque institution, dans ce qu'elle doit faire conformément aux lois, aux prérogatives. C'est ça le principe dont je souhaitais te parler. Si ça se passe comme ça, vous verrez les changements. Et on achète des engins. Voilà, nous avons... Bravo. Des engins. Sache, et puis également... ces engins-là, qui doit nous dire combien d'engins-là ont coûté? Qui doit nous dire ça? Vous savez c'est qui? L'Assemblée. Ce n'est pas forcément les communicateurs du gouverneur. C'est l'Assemblée. Si les communicateurs du gouverneur passent dire voilà, les engins ont coûté autant de millions, il revient à la population représentée par les députés provinciaux de vérifier. Ou dire si peut-être il n'y a pas eu de détournement. Voilà ce que nous attendons. Merci donc, il faut que le gouverneur ne doit pas se sentir coincé, c'est vrai. Il doit bien travailler dans l'amour avec une institution qu'on appelle Assemblée provinciale qui l'aide à bien faire le travail et non pas une institution qui devient complice, peut-être qu'il mettrait dans sa poche pour qu'il fasse n'importe quoi avec les avoirs de notre province. Merci beaucoup, honorable. C'est compris, mais il y a également une autre réalisation qui a été, je peux dire, saluée par plus d'un, l'avancement des travaux de construction, ou sinon des travaux de parachèvement du stade Lumumba. Plusieurs gouverneurs se sont succédés. Ces travaux n'avançaient pas. Le stade a été, je crois, démoli en 2013 par le gouverneur Jacques Mbadou qui a eu à lancer les 10 travaux. Le gouverneur Grasse arrive. Il initie en tout cas les travaux de pose de la pelouse synthétique. Mais également, il y a la pose de plusieurs poteaux électriques. Ça a suscité plusieurs réactions positives
En tout cas, selon vous, jusqu'ici, on peut dire que durant une année, c'est la plus grande action du gouverneur Grace Bilolo. Les actions, on le voit. J'ai parlé des priorités. Mhm. Moi, je vois les actions. Mais également le stade De qui fait temps- partie des de priorités. temps Le en stade temps, s'il vous plaît, fait partie de des temps en priorités. temps. Le stade également. Non, pour moi, le stade ne fait pas par rapport à ces deux problèmes dont j'ai parlé, l'insécurité et les routes des décès agricoles. Je vous ai dit que ces deux projets ont ceci de particulier, Mm. qu'ils ont de l'impact sur l'ensemble de la province. Si aujourd'hui le stade de Lumumba n'est pas réhabilité, ça dirait quoi à quelqu'un qui est dans le fin fond de Miyamba? Excusez-moi. Mais nous savons que le stade est important, pour les Matadiens surtout, pour notre province, pour l'image de la province. C'est déjà, le Congo central peut organiser des compétitions nationales et internationales à partir du stade. Mm. Ça fait aussi la visibilité. De la Ça province. permet aux Matadiens de jouer d'un cadre. Le Matadien. Ok. Mais les routes de décès agricoles, même si à Matadi, il n'y a pas de route de décès agricole, mais toutes les routes de Sekeban, de réhabilité du bas-fleuve, à Matadi, personne ne va mourir de faim. Voilà, je reviens encore là, je ne dis pas que ce n'est pas important. Ok. Donc, j'ai vu ces stades-là avancer. J'ai vu des travaux à Mwanda, j'ai vu des travaux à Matadi, à Boma. Malheureusement, je n'en vois pas ici à Mbanzangou, je dois le reconnaître. Bravo, et chaque fois, j'encourage le gouverneur. Le gouverneur va m'entendre. Je l'encourage, même pas, parce que les réseaux sociaux, une fois, j'ai même salué l'arrivée, je crois, des engins. Ok. J'ai vu des gens prendre mon poste et les commenter dans tous les sens. Mais si j'avais fait le contraire, dire le contraire de ce que fait le gouverneur, je crois que ce serait injurié. Merci beaucoup. Hein? Alors, maintenant, donc, le problème, Oui. une fois de plus, Mhm. les avancées, c'est bien. Mais est-ce que l'Assemblée provinciale peut nous dire ces travaux coûtent combien? Combien sont gérés les fonds? Je reviens là-dessus. Est-ce que le gouvernement peut nous dire pourquoi les travaux avaient traîné? Quels sont les fonds qui avaient été dégagés? Comment c'était géré? Nous devons savoir. Parce que l'histoire va nous aider. S'il y a même eu des détournements, on peut revenir là-dessus. Et puis alors avancer. Donc, stade, ok, je pense que c'est parmi les grandes réalisations du gouverneur, là où les autres ont échoué, où il y a eu de la lenteur, beaucoup de problèmes, lui au moins a fait des avancées. Ça, je reconnais. Voilà. Mais toujours, je reviens sur l'aspect contrôle. Voilà. Qu'on sache, ces travaux-là coûtent combien C'est compris. et qui a ajouté quoi. C'est compris, honorable. En tout cas, on doit en tout cas entamer le dernier virage de cette émission et on part à Kinshasa pour évoquer la sortie du gouvernement Souminois II. Honorable Pierre Ntourou, un chevronné du sous-secteur de l'éducation, 4 ans enseignant, vous avez enseigné au lycée 3 Bankazi. ans, oui, 4 ans D'abord, avec les colos. D'abord, vous avez d'abord commencé à l'ISP, vous avez décroché les diplômes de graduat en pédagogie appliquée option anglais. Vous êtes parti à Kinshasa à l'IPEN, où vous avez décroché le diplôme de licence en pédagogie appliquée option anglais. Et après, vous avez commencé à enseigner en colo, 1 année, 3 ans au lycée Bankazi. 2 ans. Vous avez eu une promotion, 2 ans comme directeur des études. Syndicaliste. Et dont les syndicats, c'est un virevoltant syndicaliste. Virevoltant les syndicaliste. actions syndicales que je mène à travers le district de Cataracte m'ont coûté une relégation, une promotion que je n'ai pas demandée. Et comme directeur des études au lycée Onkabou, à Kimpamou. 2 ans directeur des études. Ce qui paraissait comme une relégation. 2 ans, et puis il y a plus tard 10 ans. 10 ans préfet des études, 14 ans sous-prophète. 14 ans sous-prophète. Député national en 2018, vous avez créé la sensation. Réélu, en tout cas, député dans la même circonscription électorale en 2023, membre de l'Union sacrée, mais à chaque sortie du gouvernement, l'honorable Pierre Ntsumbu n'obtient rien. Nous, ici en Banzao, on s'est dit, mais comment l'honorable Pierre Ntsumbu, avec tout ce qu'il a comme expertise, comme compétence, comme sérieux, comme rigueur, comme probité, au niveau de Kinshasa, apparemment, vous n'êtes pas connu. Que se passe-t-il? Ça me fait rire. Bon, excusez. Aussi, très bonne question. Et les choses ne se passent pas toujours comme vous le croyez. Même pas un mandataire. Excusez, oui, les choses ne se passent pas toujours comme vous le croyez. Que pour vous, beaucoup de gens ont rêvé que j'étais devenu ministre de l'EPSP. Beaucoup. Mais vous les rêvez, vous les rêvez aussi, vous les rêvez. Moi, je ne les rêve pas, moi. Mais des gens, vous avez vu. Mais le mandat passé. Vous ne les rêvez pas. Le mandat passé dans les réseaux sociaux. Vous avez vu, à chaque apparition, on disait pourquoi Ntsumbu n'est pas devenu ministre. Non, parce qu'on sait que vous avez une expertise dans le domaine. Mais justement, parce que vous croyez aujourd'hui, pour être ministre au Congo, il faut être un expert. Vous avez évoqué la moralité. Moi, le PST, non pas seulement que j'ai été préfet, sous-prophète, mais à 14 ans comme sous-prophète, je n'avais jamais accordé une commission d'affectation à un enseignant que j'engage
un préfet directeur moyennant de l'argent. Jamais. Tout ce que j'ai engagé à 14 ans et qui est de commission d'affectation, en Banzangoum, à Kimpe de Songolo et Matadi, ils peuvent me contredire, je les ai engagés sans rien demander. Parce qu'il s'agissait d'un devoir que j'avais de les engager et de leur donner du travail. Ils le méritaient. Voilà comment j'ai réfléchi. Quand je suis arrivé en 2004 ici, à la Soudure de Mbanzangou, en 2004, j'étais préfet, je deviens sous-prophète. C'est-à-dire que le numéro 1 de l'enseignement dans les territoires, représentant des ministres. Tout l'argent qui était détourné des salaires, avec 66 écoles non conventionnées ici, à la sous-division. On avait de l'argent, ce n'était pas la bancarisation. Donc l'argent des 66 écoles des enseignants, directeurs et préfets atterrissait chez nous à la comptabilité. Et on payait comme on voulait, parce qu'il y a des enseignants qui étaient morts, qui laissaient les salaires, ceux qui étaient partis aux études, ils laissaient les salaires. Tous ces reliquats-là, je les ai accumulés 4 ans après mon début des travaux de mes fonctions ici, en décembre, les 2 décembre. On comprend tout ça. Le 2 décembre. Pourquoi attendez, oui. Le 2 décembre 2005, j'avais reversé 5 millions de francs congolais que les prédécesseurs détournaient, que moi j'avais déversé à la banque, à la FBN Bank. Donc si vous allez vérifier les archives, le 2 décembre 2005 là-bas, vous verrez que la soudure de Mbazangou avait reversé des reliquats des salaires que les autres détournaient, que j'aurais pu détourner en toute impunité. Je l'ai fait pour montrer que moi j'ai travaillé à l'enseignement et je ne fais que former l'homme. Je connais ce qu'on appelle valeur d'un homme. C'est tout ce qu'on a donné. Moi, je n'ai pas travaillé à la compagnie sucrière où on transformait la canne à sucre en sucre. Moi, c'est transformer l'homme en homme civilisé. Et donc, je suis le gardien des valeurs. C'est comme ça que vous verrez que, et même à l'examen d'État, partout où je suis passé, tout le monde savait qu'avec une soupe, il ne fallait pas frauder à l'examen d'État. Je crois qu'on en parlera. Mais ce n'est pas ce qui compte pour être le ministre. Qu'est-ce qui compte réellement? Qu'est-ce qui compte réellement? Rien ne me manque. Voilà, je vais le dire. Rien ne me manque pour que je devienne ministre. Parce que peut-être le poids politique, vous en avez pas. Ceux qui ont déjà été ministres et ceux qui le sont aujourd'hui ne sont pas forcément mieux que moi en termes de capacité intellectuelle, en termes de moralité, en termes de valeurs. Mais le problème, la manière de devenir ministre, c'est ce que les gens ignorent. Quelle manière? Pour que je devienne ministre, pour que je sois nommé, ce n'est pas mon expertise qui compte. Ce qui devrait compter en plus, c'est justement l'expérience, l'expertise, le problème de l'homme qu'on doit résoudre, de l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Ce ne sont pas des principes au Congo. Ici, aujourd'hui, ce sont des autorités morales. C'est lui qui a ses députés au Parlement, qui a financé, qui a versé la caution électorale et qui a un certain nombre de députés. C'est cette autorité morale-là qui va donner le nom en réalité de la personne qui veut faire nommer ministre auprès du président. Et donc, si j'ai une autorité morale, une autorité morale avec que je n'ai pas de relations particulières, peut-être de famille ou d'acquaintance. Comment s'appelle votre autorité morale? Mon autorité morale s'appelle José Kalala Wakalala. Il est le premier vice-président du Sénat. Je fais partie d'une alliance, d'un regroupement politique de 14 partis qu'on appelle Alliance pour les valeurs. Et le président, c'est justement l'honorable José Kalala. Vous avez des membres dans le gouvernement? Dans le gouvernement, pour le moment, je ne sais pas. Mais moi, je sais que le précédent gouvernement. Au moins pour notre alliance, oui, le précédent gouvernement, nous avions le ministre de... Non, je ne vois même pas. Non, je ne vois même pas. Excusez-moi, je ne vois pas. Mais au moins, nous avons eu le Sénat. Deuxième personnalité du Sénat. Pour notre regroupement politique, c'est quand même beaucoup. Et donc, ça mais là, c'est dans le Sénat. Là, c'est au Sénat. Ça dépend de cette autorité-là. Lorsqu'on lui demande de donner ministre, il lui appartient de donner le ministre selon sa volonté. Donc, l'honorable Pierre Ntsumbu... peut ou ne pas... Ce que je dis, ce n'est pas seulement pour notre... Oui, je comprends. C'est la procédure. Je comprends. C'est la procédure. Si je n'ai pas la faveur de mon parti ou de mon regroupement, quelles que soient mes compétences, je ne deviendrai pas ministre. Ça dépend aussi du pouvoir discrétionnaire du président de la République. Si le président de la République peut savoir que non, peu importe le parti, mais je prends celui-là dans tel domaine, je le prends. Il y a des ministres qu'on a nommés. Je prends le ministre la ministre des Affaires étrangères. On la connaissait où? Vous voyez, ça c'est le pouvoir discrétionnaire du chef de l'État. Si je prends notre jeune ministre de la Jeunesse... Donc le président de la République ne vous a pas encore découvert? Bon, je ne dis pas que le président me découvre. Moi, ce que je fais, ce qui est important, j'ai fait mon travail, non pas pour qu'on me découvre, mais j'ai fait mon travail de parlementaire. À l'Assemblée, le mandat passé mandat, j'ai fait ce que je dois faire, c'est-à-dire participer au vote de loi. Et là,
le mandat passé, j'avais toujours choisi la commission qui correspond à mes compétences. J'ai travaillé dans la commission sociale et culturelle. Comme Où rapporteur. j'ai été le rapporteur de la sous-commission éducation. Ce mandat ici, je suis dans la même commission. Je suis le vice-président de la sous-commission éducation. C'est pour vous dire que Donc, ce qui manque, mes collègues reconnaissent mon expertise. Ce qui manque à l'honorable Pierre Ntsumbu, c'est le poids politique. Ce n'est pas le poids politique qui manque. Même si vous Parce que si vous étiez... Le poids politique, ce n'est pas moi qui dois avoir le poids politique. Le poids politique, c'est le parti qui a les députés comme une propriété. C'est le regroupement qui a des députés. Le poids politique, ce n'est pas un député, par exemple, de l'UDPS. Le poids politique, c'est l'UDPS qui a le poids politique. Donc, et il appartient à l'UDPS. L'honorable Pierre Ntsumbu n'a jamais évolué dans un regroupement politique qui a... Personnellement, qui a de l'ancrage, peut-être. J'étais à l'ACO le mandat passé. Ah, avec la transhumance, de Patrick Bologna. Okay. Nous sommes allés à l'Union Sacrée. On était récupérés par les regroupements de l'ancien Samuel Lukonde qui est devenu le président de tout ça. Mais ça m'a été fort. Nous étions 12 députés qui nous sont partis de chez Bologna pour Samuel Lukonde. On a fait la transhumance. Et au niveau de l'Union Sacrée. Malgré la transhumance, l'honorable Pierre Ntsumbu n'a pas été remercié. Personne de tous les députés qui étaient à l'ACO et qui ont été reversés avec ça, des personnes, peut-être un ou deux qui sont des mandataires par leurs propres relations. Là aussi, ça compte. Mais nous tous, au mandat suivant, comme on nous a laissés dans la rue, chacun est parti de son côté. Et sur les 12, il y a 4 qui ont été réélus, chacun est allé de son côté. Maintenant, je pense que je suis en train de constater que... Et cette année, qu'entre ACO et là où je suis aujourd'hui, et je ne donne pas encore le jugement, je pense que les choses ne vont pas mieux. Mais donc, sachez que... L'honorable est prêt à quitter. Je ne dis pas que je suis prêt à quitter. Moi, je dis la vérité. Pour ceux qui croient que Ntsumbu peut devenir ministre de l'enseignement ou quel ministre, qu'ils sachent simplement que c'est possible. Ce n'est pas impossible. Et quel est le nom de votre parti politique, honorable Pascal? ATC. ATC, c'est l'un des 14 partis politiques qui font partie du regroupement politique Alliance pour les valeurs. Okay. Et je suis le seul député de ces regroupements, de ces partis-là. National. Ces partis n'ont sorti qu'un député qui s'appelle Pierre Ntsumbu Tukalavo. On comprend qu'actuellement, avec ces positionnements, c'est difficile. Donc, regardez, ce parti-là, ATC, c'est le seul député que je suis. Et tous les candidats que mon parti a présentés au niveau de l'Alliance pour les valeurs de l'AV, je suis le seul député qui a été élu. Je suis le seul député de mon parti. C'est pour vous dire aussi que c'est pas quelque chose qui pèse. Voilà. Et donc, peut-être que prochainement, je ferai un effort de rejoindre un camp un grand camp. Et je demande à la population, d'ailleurs, je crois que la population va renouveler sa confiance à mon égard pour qu'au 3e mandat, que je cherche à entrer dans un regroupement qui va reconnaître mes vraies valeurs et que je les donne au service de la population. Hein, cette expérience au service de la population. Et voilà. Mais pour le moment, je me contente de ce que j'ai fait et le faire bien pour la population, remplir ma mission que j'ai demandé à la population et que je dois rendre à la population, c'est ce qui m'importe. Les ambitions, personne ne peut refuser d'être ministre ici parce qu'il faut avoir des ambitions, des compétences. Lorsqu'on a des compétences, lorsqu'on a fait ce qu'on a fait à l'EPST, on peut parler de l'EPST, de l'éducation du matin au soir, je vous dirai ce qui ne va pas et ce qui va et ce qu'on peut faire. Merci. De ce côté-là, je n'ai pas l'habitude de me vanter. Et le PST, c'est ma tasse de café. Merci beaucoup, honorable Pierre Ntsumbu Tukalavo. Il y a une cinquantaine, je crois 53 membres du nouveau gouvernement Souminois 2. En fait, comment jugez-vous cette composition gouvernementale? Est-ce que le président a-t-il choisi des bons acteurs qui vont, en tout cas, incarner l'avenir du peuple congolais? Et aussi, une autre question, quels sont les vrais défis que ce gouvernement doit-il relever? Bien. Je pense que la désignation des membres du gouvernement, la première personne, les garants, c'est le président de la République. Exact. Même si on sait qu'il y a des conciliabules, il y a des tractations. Parce que le président de la République, dans le cadre du seuil, dans le cadre des autorités morales, dans le cadre des regroupements, des mosaïques, des partis qui forment l'Union sacrée, il y a des partenaires qu'il doit satisfaire. Et c'est comme ça que vous voyez, parfois, il a du mal. Parfois, il n'a pas de coudées franches, il faut le dire. Que pendant peut-être 1, 2, 3 mois, le gouvernement ne sort pas. On l'a vu au début du mandat ici. Oui. Parce qu'il doit essayer de satisfaire tous ces gens-là.
Et le président, parfois, a des problèmes. Quand il dit lui-même que les collaborateurs ne doivent pas seulement venir pour des postes. C'est-à-dire qu'il se rend compte qu'effectivement, il faudrait que nos autorités morales, ceux qui font partie de l'Union sacrée, puissent se rendre compte qu'il faut aider aussi les présidents en limitant les exigences, les ambitions personnelles, les intérêts personnels. Parce que quand on est gouvernement, on doit d'abord travailler pour le peuple, pour la population. Le peuple, d'abord, ne doit pas être un slogan creux. Il faut poser des actes qui montrent que nous sommes en train de travailler tous pour la vision du chef de l'État. Et cette vision qui est résumée d'abord par la quête du bien-être de la population dans tous les domaines. Maintenant, il y a des gestionnaires. Ces gestionnaires-là doivent avoir le même esprit. Mais si vous allez avec l'esprit seulement de détourner, l'esprit de ne pas respecter les principes de gestion, de gouvernance, vous comprenez, on peut mettre le meilleur ministre, on peut mettre... Mais si le système n'est pas encore un système de bonne gouvernance, je crois qu'on peut avoir le meilleur Premier ministre, et ça ne marchera pas. Il y a un problème de système. Et donc, rien que la désignation au niveau du système, c'est pourquoi moi j'ai toujours dit, il faut, quand on va changer la constitution, qu'on fasse comme dans d'autres pays démocratiques, qu'il y ait multipartisme limité peut-être à 2, 3 ou 4 partis politiques qui auront pignon sur rue. Et l'histoire de seuil va tomber, l'histoire d'autorité morale va tomber, on aura une vraie majorité, et au niveau de la présidence, et au niveau de l'Assemblée, et ils auront appliqué leur projet de société, et le président pourra choisir dans son sein, donc au niveau de son parti ou de son regroupement, il pourra choisir des cadres qu'il faut, même au niveau des primaires, pour qu'ils puissent avoir les coups de franche pour les contrôler, les gérer, et même contrôler leur profil. Parce que c'est l'autorité morale qui envoie des noms. Est-ce qu'ils envoient toujours des noms conformément au profil et aux compétences désignées pour tel ministère? Tout ça, si ça ne change pas, c'est déjà un problème. Il y a un problème de moralité. Il y a un problème d'impunité. Il faut sanctionner, il faut contrôler. Les gouvernements, il n'y a pas que le gouvernement, autant pour aider les gouverneurs de province, il faut que l'Assemblée fasse correctement son travail, que le gouverneur se sente redevable. Autant pour mieux aider notre gouvernement, le président, il faudrait que l'Assemblée joue son rôle. Il ne faut pas que lorsqu'on veut contrôler un ministre de l'Union sacrée, qu'on dise non, il faut le protéger, il est de la famille de qui? Il faut le protéger contre les intérêts de la population ou bien contre les intérêts des individus. Donc, c'est tous ces systèmes-là qu'il faut changer. Mais pour le moment, le président a compris qu'il y a nécessité de procéder à ces remaniements. Il l'a fait. Donnons-lui quand même le temps de voir, d'encadrer de nouveau cette expérience. Mais moi, je constate que beaucoup sont entrés. Les opposants, surtout. J'espère qu'on a fait un casting parce que la difficulté pour le président, c'est qu'il annonce un gouvernement d'ouverture. C'est-à-dire que non seulement que ce gouvernement doit contenir en son sein les partenaires de l'Union sacrée, comme je vous ai dit, mais il doit encore l'ouvrir à l'opposition et à la société civile. Alors qu'il a voulu aussi un gouvernement réduit. Et vous avez vu comment il a eu des difficultés pour avoir un gouvernement réduit. Nous sommes partis de 54 à 53. Ça n'a pas marché. Pas parce que le président, mais parce que ce sont des difficultés. Quand il ouvre à l'opposition et à la société civile, donc il diminue les ambitions des partenaires de l'Union sacrée. Et s'il les diminue, s'ils ne sont pas satisfaits ensemble, ce sont des frustrations, ça va encore déranger l'Union sacrée. Le président, dans cette histoire des seuils-là, toujours je reviens sur les seuils, des autorités morales, il y a des difficultés. Mais toujours est-il que nous devons quand même accorder, donner la confiance au président. Le président est en train, nous sommes en train de vivre dans une situation particulière. Un pays en guerre. Donc, d'un côté, il y a le social de la population et tout ce qui va avec. Et les défis déjà. De l'autre, il faut faire face à la guerre. Quand on dit guerre, ça signifie des dépenses. Et là, les gens doivent comprendre. Il y a les défis sécuritaires, il y a les défis économiques et les défis sociaux. C'est un contexte particulier. Et même ce gouvernement doit travailler dans ce contexte-là. C'est pourquoi il ne faut pas toujours être dur. Ce qui est essentiel, que nous puissions aider le président de la République à continuer à faire appel à l'unité. Parce que ce qui est vrai, si nous mettons nos intérêts de côté, tous nous avons des intérêts, et à l'opposition et au pouvoir, nous allons nous rendre compte que pendant que nous cherchons nos intérêts à nous, pendant que nous nous disputons, une bonne partie de notre parcelle, qu'on appelle RDC, est en train de nous échapper. Déjà, une bonne partie de nos richesses sont pillées. Je ne parle, et mettons même déjà de côté, des millions de personnes sont déjà mortes au Congo et continuent à mourir. Les viols, toutes ces souffrances de nos populations à l'Est,
toutes ces pertes financières et économiques. Mais si vous êtes un vrai Congolais, vous n'allez pas vous allier, vous n'allez pas vous mettre du côté de la rébellion. Belle Aujourd'hui, il transition. faudrait mettre fin à la rébellion, il faut mettre fin à la guerre et que nous puissions nous concentrer. Alors, pour le moment, il ne faut plus parler de l'opposition et du pouvoir. Parce que quand un serpent entre dans une maison, même si vous vous battiez, papa et maman et les enfants, quand les serpents entrent, le réflexe veut qu'on cesse la bataille, qu'on s'occupe du serpent. Nous sommes devant ces cas-là, où vous êtes du côté de la patrie. Vous voyez que nous, on doit protéger la patrie, peu importe qui gouverne, contre les ennemis, ou on va du côté des ennemis, on est contre la patrie. Il n'y a que ces cas-là. Donc, il ne faut pas que nous soyons derrière les individus. Okay. Soyons seulement derrière la patrie, y compris le président qui est derrière la patrie. Nous l'accompagnons, nous travaillons ensemble pour l'intérêt de la population. Donc, ces gouvernements-là, je crois qu'il faut faire confiance et moi, je salue tous les membres qui ont été maintenus, qui ont été permutés également, qui ont été ajoutés. J'ai des amis là-bas, des frères, mais j'ai mis des sentiments de côté. Et nous allons les accompagner dans la mesure du possible. Nous allons accompagner une bonne partie de nos frères et notre sœur, il faut le dire. Ah, là, nous sommes quand même dans la famille du Congo central. Là, il faut le dire parce que là aussi, les gens disent, mais on a la première ministre, on a des ministres du Congo central, mais qu'est-ce que nous attendons au Congo central? Au Congo central, nous attendons les dividendes de l'équipe gouvernementale. C'est tous les systèmes. Ils ne sont pas là seulement pour travailler pour leur province. Ce n'est pas une première ministre de la province du Congo central seule. C'est une première ministre de toutes les 26 provinces. Elle coordonne les projets de gouvernement de toute la République, y compris les projets du Congo central. Et donc, nous devons les aider aussi à comprendre et surtout, quand nous avons des remarques à faire en famille, on dit voilà, maman Premier ministre, notre soeur, notre frère là-bas, Moukoko, ou Didier Boudim, attention, ce que vous faites là, la population n'est pas contente, ce n'est pas bon pour nous aussi, pour notre dignité, alors revenez ici. On le fait dans un cadre approprié, voilà comment on peut aider ces gens-là. Mais si aussi, ils peuvent s'organiser avec leurs propres moyens pour avoir des projets personnels qui n'ont rien à voir avec l'argent de l'État. C'est bienvenu, c'est ce que les gens souhaitent. Mais moi, je ne voudrais pas que la Première ministre ou le ministre vole l'argent de l'État pour venir construire des histoires au Congo central. Après, on dira à l'université, on dira voilà, telle université, et que fréquente les Bakongo, c'est le fruit du vol. Parce que les Bakongo, ce ne sont pas des voleurs. Et en ce moment-là, même les ancêtres vont nous maudire. Nous voulons soigner notre image parce que le président nous fait confiance. Nous fait confiance parce que les nominations qu'il a faites là, il a fait confiance aux fils et filles Bakongo, non pas seulement pour les biens de la province, parce qu'il a reconnu des valeurs chez nous, il a reconnu de l'expertise au profit de la nation. Et cette confiance-là, il doit la mériter par notre façon de faire, par notre façon d'agir et par notre façon de parler. Merci beaucoup, honorable. En tout cas, je crois qu'on doit aborder les deux derniers points de cette émission pour clôturer. Il y a cette affaire, ce dossier de Noël Mbachi, le fils de l'ancien gouverneur Simon Floribert Mbachi, qui a décidé de rejoindre l'AFC M23 de Corneille Nangaa. Il a, on peut dire, engagé la province. Il a rejoint ce mouvement rebelle au nom du Congo central. D'ailleurs, il a été présenté comme un notable de la province du Congo central. 2 jours après, je crois, son père est passé sur Top Congo pour désavouer officiellement son fils. D'abord, vous les députés, apparemment, vous n'avez pas réagi. J'ai vu votre ancien collègue, l'honorable ancien collègue Mbouta Pouela, qui a remis en cause ces statuts des notables de ce Noël Mbachi. Mais vous, les députés, vous êtes au sein d'un caucus. On n'a pas vu un message officiel pour dire officiellement à l'opinion que celui-ci ne peut pas engager le Congo central. Qu'est-ce que vous attendiez pour condamner cela? Bien, l'occasion m'est donnée de me prononcer cette affaire à titre individuel. Ce n'est pas au nom du caucus. Parce qu'objectivement, s'il fallait engager les caucus, nous sommes en vacances, nous sommes dispersés. À de telles occasions, quand nous sommes à Kinshasa, nous nous mettons ensemble, nous analysons et nous émettons un point de vue du caucus. Et honnêtement, on est en vacances, on ne l'a pas fait. Mais là, je vous donne ma lecture et ma version. Je n'ai pas lu la publication de l'honorable Pouela, et c'est bien, parce que je ne pas me laisser influencer. Mais j'ai vu ce dont vous me parlez sur les réseaux sociaux.
et on parle des notables du Congo, je dois vous dire que Nanga a échoué. Autant la rébellion RCD, je crois, avait utilisé Wamba di Wamba, un professeur, fils du Congo central, qu'il a utilisé pour le mettre à l'avant-plan pour légitimer les faits, le caractère national de la rébellion. Vous savez comment ça finit. Donc c'est ça l'esprit de Nanga. Oh, mais écoute, mais j'arrive. J'ai dit autant. J'ai fait la comparaison. Exact. Autant que Wamba di Wamba, des pièces d'heureuse mémoire, avait été utilisé par la rébellion RCD pour prendre l'image de Bakongo, pour légitimer les affaires, comme Bakongo c'est sérieux, donc égal, la rébellion, c'est quelque chose de sérieux, de légitime. Autant ils ont échoué, parce que ça n'a pas eu d'effet, autant Nanga vient d'échouer en surfant sur un nom, pas lequel. Le problème n'est pas le nom du fils, le nom Mbachi. Si c'était l'église, j'ai dit que le nom Mbachi, c'est un nom sacré, entre guillemets. Mbachi, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est une icône. C'est parmi les icônes, les vrais notables du Congo central, dont nous sommes fiers. C'est parmi les rares vieux notables qui font l'unanimité au Congo central des Kasangulu à Mwanda. C'est le seul que je connaisse qui peut aller à n'importe quel coin du Congo central, il mobilise et il a la foule. À partir des actes qu'il a posés au Congo central. C'est une icône. Je le connais personnellement parce que c'est lui, parmi les vieux, qui avait trouvé déjà, lui, nous sommes en 2011. Je suis sous-prophète à Songololo. Je ne sais pas ce qu'il a entendu de moi. Il m'avait déjà appelé quand il était gouverneur pour me dire, mais vous avez une étoile, vous devez faire la politique. Qu'est-ce qu'il avait trouvé en moi? Lui-même sait. Les vieux Kakwa Mananzane 90, je suis professeur à Bankazi. Parmi les vieux qui m'ont dit, toi, je vais t'encadrer, tu es appelé à faire de la politique. Imaginez les années. Et plus tard, je deviens député. Alors, c'est des gens qu'il faut respecter. Ils ont le flair, ils ont l'amour de la province. Un monsieur comme Batimbat, je peux passer toute la journée à parler de lui. Et je l'ai encore côtoyé davantage quand nous avons travaillé ensemble pendant les 5 ans passés. Il était mon collègue. C'est une icône et Nanga laissé. Ce n'est pas le fils de Machimbache qui est notable. Moi, je suis député, mon fils n'est pas député. Sylvain Ntsumbu, mon fils, n'est pas Pierre Ntsumbu que je suis. Il s'est trompé. Combien de gens ont rejoint la rébellion? Combien de Congolais? Et combien il a brandi, comme on l'a vu, comme un trophée sur les réseaux sociaux? Il a pris des photos avec lui. Donc, on l'a vu dans son bureau. Oui, mais c'est pour chercher à crédibiliser son mouvement-là en prenant effectivement le nom d'un notable, digne de Mbachi. Et les petits ne l'ont pas compris. Il veut utiliser abusivement le nom de Mbachi pour dire que nous sommes tellement crédibles que même les Bakongos qui sont sérieux viennent chez nous. Donc la sortie de son père était opportune. Voilà. Moi, je voudrais vous expliquer le sens des gestes de Nanga. Combien, qui nous disent combien de Congolais ont rejoint la rébellion là-bas, M23, combien continuent à le rejoindre et combien brandis comme trophée, comme on l'a vu dans les réseaux sociaux. Moi, j'ai été choqué et par cette façon de brandir ces trophées, entre guillemets, et la réaction du père. Les gens, parfois, on dit aux vieux, non, mais pourquoi il a exposé la vie de son enfant? Mais c'est son enfant qui s'est exposé. Et les fils n'est pas le papa. C'est là que Nanga se trompait. Aucun crédit n'a été porté sur la rébellion des M23. Les fils y est allé librement et nous avons compris que ce n'est pas l'honorable match qu'il a mandaté là-bas, ce n'est pas son suppléant. Il est parti librement, en âme et conscience, il est adulte, mais s'il fallait utiliser ce nom-là pour se donner du crédit, il a échoué. Alors, M. Corneille Nanga, les Congolais sont libres d'adhérer ou ne pas adhérer à votre mouvement. Ne touchez pas au Congo central. Vous pouvez débaucher des Congos que vous voulez, qui n'ont pas de valeurs Congo. Ce n'est pas tous les Congos qui ont des valeurs, des paix. C'est que vous trouvez débauchables, prenez-le. Mais laissez les Congos central tranquilles. Vous avez tué des gens là-bas. Vos mains ensanglantées ne peuvent pas atteindre le Congo central. Gardez vos mains pleines de sang. Dieu seul va vous juger. Les Congolais que vous tuez là-bas, que vous avez tués, il ne faut pas les mettre sur le compte du Congo central par les canaux du nom de Mbachi. Un petit conseil à son fils.
Fils, vous avez vu comment votre papa s'est montré abattu, perdu, jusqu'à poser des gestes qui ne lui ressemblaient pas. Mon fils, frère, vous avez vu comment papa était même obligé de se justifier. C'est votre comportement comme père de famille, comme fils. C'est pas le vieux match qui peut étaler sa vie publique. Depuis quand même cet enfant était connu? Le vieux match n'est pas de nature à exposer dans les réseaux sociaux la vie de sa famille privée. Il est sorti de sa famille privée, de sa vie privée, pour le pauvre, c'est juste fait montrer qu'il n'en est pour rien. Quelle peine, mon fils, mon frère, vous avez connu, vous avez causé dans le chef de notre papa. Il vous a demandé de rentrer. Ne fût-ce que vous occupez de votre femme et de vos 4 enfants. Venez. Il n'est pas encore tard. Mais ce que vous faites là, vous n'engagez pas la province. Ayez pitié de notre papa. Moi, ce sont les 2 images qui m'ont choqué. Je vois les images, les trophées brandis dans les réseaux sociaux et je vois la réaction du vieux. Le vieux est abattu. Mon vieux, je sais que vous allez m'écouter. Vous savez comment je vous porte. Vous savez comment le Congo central vous porte. Nous savons combien nous sommes proches de vous. Ça vous fait de la peine, comme si vous étiez éprouvé. L'enfant n'est pas mort, il est vivant, mais quelque part, c'est comme s'il était mort. Sachez que le Congo central est derrière moi. Nous sommes derrière vous et nous allons nous rencontrer. Soyez forts, mon vieux. Ne cédez pas. Ce sont des aléas de la vie. On met des enfants au monde. Il nous réserve des surprises agréables et désagréables. Et c'est ce qui vous est arrivé. Des grâces Nanga, vous avez fait. Vous n'avez rien fait pour le Congo central. Nous restons intacts avec nos valeurs de paix, nos valeurs d'amour, nos valeurs d'hospitalité. Exact. Donc, les Congo ont des valeurs de sagesse. Et donc, Nanga, vous n'avez rien fait. Faites de lui ce que vous voulez, mais ce n'est pas le Congo central que vous avez atteint et vous avez échoué. Je vous mets en garde, Dieu seul va s'occuper de vous. Et les sons que vous versez là-bas, ce n'est pas mettre sur le dos du Congo central. Nanga a échoué, ce sont là les dires de l'honorable Pierre Ntsumbu. Dans sa démarche, il a échoué. Qui s'oppose farouchement à la démarche de Nanga, mais également celle de Noël Mbachi, qui n'a pas en tout cas droit d'engager toute la communauté Congo. Dernier point, honorable, c'est celui du pasteur Marcelo. Ça fait jaser. Ça a d'ailleurs créé les buzz sur les réseaux sociaux. Le pasteur Marcelo, on l'a vu au cours d'une vidéo, illustré en tout cas, je peux dire, l'une des caractéristiques des Bakongo dans l'une de ses prédications en disant que les Bakongo, Bakabaraté, tout ça. Vous avez vu la vidéo certainement. Comment la jugez-vous? Non seulement que j'ai vu la vidéo plusieurs fois, mais j'ai vu la réaction des Bakongo. Vous êtes dans les réseaux sociaux, partout il y a des réactions des dames, des vrais Bakongo, même à l'étranger, et qui sont montés au créneau. Et ça, c'est justement l'image que reflète notre pays. Parce qu'en fait, notre pays a un problème d'homme. L'homme, moi je viens de l'enseignement, j'ai formé l'homme, je vous dis. Et même ceux qui deviennent pasteurs ne sont pas épargnés. Le système est tel qu'aujourd'hui, les jeunes ne sont plus bien formés, ne sont plus bien encadrés. Des jeunes à qui on apprend à l'école la fraude. Alors qu'on qu'on dise à la jeunesse, aux enfants, à nos enfants, que tricher détruit une nation. La tricherie, ce n'est pas bon. La fraude, ce n'est pas bon. Aujourd'hui, même ceux qui sont censés endiguer la fraude, même à l'examen d'État, ce sont ceux-là, je dis des choses graves, mais c'est vrai. Je sais de quoi je parle. J'ai été 10 ans préfet, 14 ans sous-préfet. C'est un combat que je menais. Malheureusement, c'est un combat que j'ai mené seul. Je n'ai pas pu réussir. C'est dont je parle. S'il y a des gens qui ont besoin de preuves, je peux en parler. Déjà, à ce niveau-là, si les enfants n'apprennent pas des valeurs, ils en prennent des antivaleurs sans qu'ils sachent que ce sont des antivaleurs. Un enfant du secondaire qui triche, si le prof dit qu'il triche, le prof a des problèmes. Parce que lui, pour lui, c'est ça qui est une valeur. Alors, quand ces gens-là terminent les humanités, ils deviennent des pasteurs. Ils deviennent des médecins, ils deviennent des députés, ils deviennent des généraux, tout ça. Alors, comment vous étonnez que des gens qui ont été mis dans un moule d'antivaleurs se comportent comme ça? Parce qu'on parle d'un problème d'homme. L'homme, c'est plusieurs dimensions. Il y a le physique, la physiologie, c'est-à-dire qu'il doit être soigné physiquement. L'homme, c'est l'esprit, l'homme, c'est l'âme. Et les valeurs morales, où est-ce qu'on les a? On les a à la maison, on les obtient à l'école et dans des églises, des associations. Dès lors que quelqu'un se dit pasteur, mais débite des choses qui sont les comptés de ce qu'il doit faire un pasteur. Moi, je n'ai pas de leçons à donner à Marcelo.
Il y a la Bible. C'est juste un exemple, non? Un pasteur, ça signifie, quand vous êtes un pasteur, quand vous êtes un médecin, on suppose que vous avez des patients, des malades. Si vous êtes un chauffeur de bus, vous avez des passagers. Et quand vous êtes un pasteur, vous avez des brebis, des hommes. Et les bons pasteurs ne posent pas des gestes qui vont faire du mal aux brebis. Donc c'est un mauvais exemple. Ils les protègent. Mais comment voulez-vous qu'un pasteur parle d'un discours d'abord d'humiliation? Un pasteur qui humilie toute une communauté, qui n'a pas humilié, qui cherche à humilier toute une communauté. Et dans cette communauté, il y a ces fidèles. Hein. Il y a des fidèles de Congo à Kinshasa, ici, qui font partie de sa communauté. Peut-être qu'il y en a qui jouent même un rôle important. Imaginez un peu ces Congolais qui étaient à l'église quand il les disait, qui ne sont pas forcément égoïstes. Quelle attitude ils avaient vis-à-vis? Peut-être comme ils sont parfois snobs, parfois ils sont envoûtés par ces fameux pasteurs, peut-être qu'eux qui sont dans l'église ne comprennent pas. Vous voyez? Donc, vous voyez cet aspect, un pasteur. Je ne sais pas de l'histoire d'un pasteur. Et ça, c'est partout. Vous voyez des pasteurs, ils sont dans le buzz. Vous voyez ce qu'il faut. Vous voyez les pasteurs, comment ils vivent. Est-ce que les pasteurs du Congo sont encore des modèles? Aujourd'hui, pour notre société, la preuve est là. La preuve est là. Il va humilier, chercher à humilier. Comme Nanga et comme lui, il a encore échoué. Mais pasteur Marcelo, vous êtes pasteur, demandez publiquement. Est-ce qu'il n'est pas mal Il doit compris? demander... Non. Comment? Il a décrit les Bakongos comme des égoïstes. Des gens qui peuvent avoir des moyens, mais qui ne partagent pas. C'est ce que j'ai retenu. Peut-être qu'il confond l'humilité des Bakongo, la simplicité des Bakongo. Il doit clarifier. Non, je ne vais pas entrer dans son jeu. Okay. Peut-être s'il dit que le Mukongo est réputé humble, le Mukongo est réputé simple. Là, ce sont des valeurs. Mais s'il dit que les Bakongo, c'est des gens qui ne partagent pas, c'est une anti-valeur. Est-ce que les Bakongo ne partagent pas? Les Bakongo, nous sommes généreux. Exact. Est-ce que quand nous sommes bâtis à l'indépendance, là, nous avons gardé notre lutte? Et c'est par hasard qu'on a eu le premier président au Congo. Est-ce qu'il connaît, lui, ce qu'on dirait nos pères de l'indépendance du Congo central? Ce que nous avons subi, les martyrs que nous avons connus, il les connaît. Et c'est ça, c'est l'égoïsme. On a travaillé pour ces pays. Les Bakongo ont des valeurs. Et c'est comme ça, d'ailleurs, comme les Bakongo ont des valeurs, beaucoup de ces gens-là, des aventuriers, les Nanga et eux, cherchent toujours à parler des Bakongo pour se faire un nom. Mais là, vous avez échoué. Les Bakongo, nous avons nos valeurs ancestrales que nous adaptons avec le modernisme et ça, personne ne va nous l'enlever. Donc, pasteur Marcelo doit présenter les excuses. Pasteur Marcelo, tu n'as pas côté comme pasteur parce que c'est un discours qui divise, un discours d'humiliation. Malheureusement, les Congos ne sont pas divisés ni par Nanga ni par vous et nous ne sommes pas humiliés. Nous gardons nos valeurs. Nous pouvons avoir nos défauts, mais nous mettons en avant-plan nos valeurs. Et je demande, et moi, aujourd'hui, si j'aborde l'angle sur le plan politique, de leadership, et que nous appelions la population du Congo central de demander la fermeture des églises des marchés du Congo central, ils gagneraient quoi? Nous pouvons le faire. Mais une fois de plus, le peuple du Congo n'est pas celui-là. Nous ne sommes pas violents. Nous aimons vivre en paix avec tout le monde. Nous sommes hospitaliers. Et Marcelo, faites attention. Mais si vous êtes un vrai pasteur, c'est pas moi qui vous demanderai de demander pardon au peuple du Congo. Je m'appelle Pierre Ntsou Mutukalavo, président du caucus des députés nationaux du Congo central. Je vous l'ai dit, je ne me cache pas. Nanga, vous avez entendu. Vous deux là, ne touchez pas au Congo central. Le Congo central est là, indivisible, et le Congo central est dans la République, et nous voulons jouer notre rôle dans le concert des nations, parce que nous sommes des Congolais comme les autres, et nous voulons apporter notre touche particulière dans ce que nous avons de particulier dans notre culture, dans notre façon de faire, et dans notre façon de vivre avec les autres, et ça, personne ne va nous enlever, et nous ne sommes pas des tribalistes. Le Congo n'est pas tribaliste. Le Congo a Zayuma te. Merci beaucoup. Merci beaucoup, honorable Pierre Ntsumbu. Près de, je crois, près de 70 minutes, en tout cas, de réflexion sur Mbanza-Ngongo, sur la province et sur le pays de façon générale. Nous avons en tout cas évoqué plusieurs sujets concernant le développement de notre province, de notre ville et puis pourquoi pas de notre territoire de Mbanza-Ngongo. L'honorable Pierre Ntsumbu a promis en tout cas de continuer à mener des démarches visant à mettre fin à l'insécurité. Avec l'ensemble des députés du Congo central. Dont je suis le président. Nous sommes en train
de vouloir exercer un leadership collectif. Exact. Parce qu'on a reproché aux politiciens hier, moi-même j'étais là-dedans. D'être divisé surtout. D'être divisé et surtout de ne pas se faire entendre comme politicien. Et je crois que depuis que nous avons commencé, nous ne jetons pas des fleurs, les caucus aujourd'hui existent, ils fonctionnent et se font entendre pour toutes les grandes causes qui concernent les véhicules côtiers du Congo central. Tout celui qui va s'amuser, il verra les caucus devant lui. Et la nous population, travaillons dans cette optique-là. Et la population est derrière vous, chers Merci. honorables, et nous Merci. espérons que les vraies solutions seront trouvées. Chers internautes, chers téléspectateurs, c'est la fin de ces politiques Congo, en tout cas qui a duré près d'1h30, en tout cas je crois. Et honorable Pierre Ntsumbu, merci beaucoup pour la présence en tout cas. C'est la première fois de venir dans cette émission. C'est le tout premier numéro, hein. En tout cas vous avez honoré ce tout premier numéro. Merci à Shelmi mais Vamba. Vous m'avez fait honneur en m'invitant. Exact. Et encore à ces premiers numéros, en inaugurant ces premiers Exact. numéros. J'espère qu'il y aura d'autres numéros et beaucoup de nos frères et sœurs vont passer ici, toujours pour parler au nom et pour les biens de notre population. C'est la priorité. Et je remercie les responsables des priorité. studios que nous devons encourager. Et les gens doivent savoir que la qualité d'image et de son que vous avez, c'est en direct de Manzangu. Et ça, vous voyez des jeunes qui se démarquent comme celui notre frère Michel Vamba. Michel Vamba. Félicitations, je lui jette de fleurs. Voici l'exemple que les autres jeunes doivent suivre au lieu de passer les tasses des réseaux sociaux à injurier les Bambouta que vous ne connaissez pas. Voilà quelqu'un qui monte, qui se débrouille, quelqu'un qui n'attend pas qu'il soit engagé au péage ou à des jets cassés, où j'ai l'honneur, mais il travaille. Et moi, des jeunes comme ça méritent mes encouragements. Ils doivent servir des modèles. Et il y en a beaucoup comme ça, contrairement à l'image des Koulouna qu'on fait circuler. Il y a des jeunes, vous-même, vous faites partie. Merci. Je prends les recteurs de l'Université Congo qui fait des prouesses. Pour moi, ce sont des jeunes dont je suis fier et qui ont été formés dans les mêmes difficultés, mais qui se sont dépassés. Et peut-être les formateurs aussi ont fait la différence et nous avons des produits comme vous. Et je vous jette une fière chandelle. Merci beaucoup, honorable Pierre Ntsumbu. C'est la fin de ces politiques Congo, chers internautes. Nous allons nous retrouver très prochainement avec le même plaisir de vous servir. À très bientôt. Merci. Merci beaucoup.